Les gens à travers le monde nous regardent et disent wow, le confort, les grosses mains. Non! On est endetté, il n'y a rien qui est à nous. Parce qu'on fait vivre un système de consommation, un système économique capitaliste qui est basé sur. Je parlais de mindset, ça a changé beaucoup mon état d'esprit sur la vie. Je suis devenu très. Les maisons avaient perdu de la valeur. Et c'était difficile d'avoir accès à la propriété dans le début des années 90, là, pour ceux qui nous entendent, qui pensent ouais, c'était facile dans ce temps-là. Au Québec, là, les syndicats ont été très bons dans les années 50, 60, 70. Ils ont pris une partie de la classe moyenne et les emmené à un certain seuil de dignité, de respect, et on s'est un peu affranchi du monde anglophone. Et quand tout le monde s'enrichit en même temps, étant donné que j'ai une perspective d'un autre monde, pour moi, c'est inacceptable de gâcher ma vie que j'ai ici, l'opportunité que j'ai ici. Je veux faire quelque chose, même si j'ai plein de séquelles, même si j'ai plein de défauts, jamais j'ai voulu arrêter ou abandonner. il y a énormément plus de pauvreté aux États-Unis qu'au Canada. Alors, qu'est-ce qui est bon? D'avoir un filet au Canada pour mettre l'accent et protéger nos vulnérables, puis de faire payer les riches en impôts incroyablement, ou d'encourager la richesse aux États-Unis, puis fuck les pauvres. Alright, donc, on a le légendaire Patrick Raymond avec nous aujourd'hui du podcast Financièrement parlant. Pat, merci beaucoup d'avoir donné un petit moment avec moi aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir d'être ici avec toi. C'est spécial. Tu dis légendaire. Ça veut dire que je suis vieux. Pour être une légende, il faut être vieux, non? Pas si vieux que ça, en tout cas. Moi, Je t'envoie une petite bonne courbe l'expérience, en commençant. Oui, oui, c'est ça. c'est Je plus te taquine l'expérience. un peu. Oui, oui, oui. Ouais. Non, Comment tu vas? je le prends. Ça va. Ça va Ça va bien? bien, toi aussi? Ben oui, Ça, super. ça va Sérieusement, super bien, vraiment bien. merci. Oui. Écoute, Pat, tu as énormément d'expérience. Ça fait 5 ans que tu as ce podcast financement parlant. C'est comme ça que je t'ai connu. On a fait un podcast ensemble et je voulais te remercier pour ça parce que j'ai eu beaucoup de retours. Il y a du monde qui m'ont contacté d'après. Tu es surpris. Et qu'est-ce qui m'a surpris encore le plus, c'est que nous, on a toute une équipe de production. Puis des fois, quand on fait un podcast, ça sort un mois plus tard. Je ne m'attendais pas que ça sortait le lendemain. Parce que quand j'ai eu des gens qui m'ont appelé, puis là, ils me disaient, Pat, ils m'ont écouté sur le podcast de Patrick. Là, j'étais un peu perdu, je ne m'attendais pas que ça soit aussi rapide. Et je me rappelle, je l'ai fait sur Messenger et j'étais dans mon gym pendant que je faisais ce podcast avec toi. Ça a été tout un podcast, j'ai réécouté, tu poses des bonnes questions. Puis aujourd'hui, ben, je vais essayer de faire la même chose avec toi, pour connaître un peu tes débuts, et étant donné que tu parles des finances, de l'économie, essayer de voir, essayer de comprendre un peu c'est quoi tes opinions là-dessus, sur la population québécoise. Est-ce qu'ils sont informés? Est-ce qu'ils ont une bonne connaissance des finances? Je sais que tu as aussi une connaissance ou tu regardes un peu ce qui se passe dans le monde, surtout aux États-Unis, chez nos voisins, dans l'ouest du Canada, donc comparer un peu le Québec versus le Canada et les États-Unis, Mhm. côté connaissances, côté mindset. Donc, je m'aimerais ça parler de tout ça, Pat. Merci encore. Alors, dis-moi, Pat, je sais que tu fais aussi de la radio. Oui, tu fais aussi de la radio. Donc, parle-moi rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est quoi ton expérience, ton passé? Ben moi, mon rêve de jeunesse, c'était de faire de la radio. J'ai étudié pour faire de la radio. J'avais étudié en communication et vitement, je me suis rendu compte que la radio, c'est peut-être pas assez stable. Je me suis dit, est-ce que je peux m'enrichir avec ça? Je n'étais pas certain. Fait que j'ai fini par regarder ça plutôt comme un hobby pour faire plutôt des animations de soirée. J'ai fait des trucs, j'ai prêté ma voix à des narrations, des trucs comme ça. Mais moi, j'ai un parcours atypique parce que je suis entré dans l'armée, moi, dans les années 80 et j'ai été quand même 20 ans dans le service militaire et à travers, pendant ce 20 ans, il y a une grande période où j'étais ce qu'on appelle un réserviste. Donc, mes premières années avec le 22e régiment, j'ai servi à l'extérieur, j'ai voyagé pas mal dans des contextes de guerre. Puis après, j'ai transféré avec la réserve pour retourner aux études et qu'éventuellement, vu que je parlais souvent de finances, puis d'argent, puis de sécurité, puis de retraite, qui m'a emmené éventuellement
à aller faire mon cours de conseiller en sécurité financière. Par la suite, j'ai été représentant en épargne collective. J'ai fait mon cours de valeur mobilière. J'ai eu mon cabinet, mon bureau de courtage pendant près d'une quinzaine d'années. Donc, au final, moi, je dis aux gens, ben là, je suis à la retraite, je suis relativement jeune, mais j'ai été 20 ans dans l'armée et près de 15 ans d'un service financier. Donc, ça me donne quand même 35 ans de travail, puis de bagages, puis de toutes sortes d'expériences. Parce à travers ça, évidemment, j'ai expérimenté aussi des fois comment dire, des spécialités. J'avais une approche qui était peut-être différente aussi, étant donné que je suis arrivé dans les services financiers un peu plus âgé, si on veut. Là. Bon, j'avais 40 ans, mais avec un bagage différent. Et j'ai fait, à travers cette période-là, j'ai fait aussi de l'immobilier. Donc, j'ai eu, je pense, 18 ou 19, je suis rendu là, immeuble. Présentement, j'en ai plus de 19 ou j'en ai vendu pas mal, mais il m'en reste encore. J'ai 4 immeubles présentement là, de toutes sortes. Là-dedans, il y a de l'immobilier avec des terrains aussi, là, mais j'ai une petite base en immobilier en plus de mon bagage en services financiers, plus le côté international, comme tu as dit, parce que je suis resté quand même en Europe un bon bout de temps avec les forces armées. J'ai eu la chance de servir aussi à l'extérieur. Donc, ça m'a quand même ouvert l'esprit. Je pense que c'est assez atypique comme démarche, comme projet, ce que j'ai mis en place. C'est vraiment intéressant tout ton parcours. Pat, dis-moi, tu as fait de l'armée, tu as fait un bon temps dans l'armée. Est-ce que Mhm, tu m'as dit que tu étais en Europe. Est-ce que tu me parlais de l'Afghanistan comme quoi, avant le podcast, un de tes amis qui est dernièrement décédé. T'es mhm. allé où exactement en Europe? Puis est-ce que tu as fait de l'Afghanistan? Je pense pas, non? Non, j'ai pas fait l'Afghanistan. J'ai transféré dans la réserve justement là pour à un moment donné, j'étais plus apte à être déployé. Je préférais être réserviste. J'avais le meilleur des deux mondes. Même comme réserviste, j'étais à temps plein, mais je pouvais aussi faire les études. Donc, j'avais aussi les avantages que l'armée m'offrait pour payer des études, etc. Pour répondre à ta question, moi, j'étais en Croatie, en ex-Yougoslavie, là. En fait, 91, j'étais à une partie en Allemagne, 92, 93 en Europe, ex-Yougoslavie, Bosnie, la Croatie, entre autres. Et bon, ben avant ça, il y avait eu les missions à Chypre, puis par la suite, il y a eu le Haïti et Bosnie, tout ça. Mais moi, j'ai pas nécessairement participé tu sais, à partir d'Haïti, puis les autres missions qu'il y a eu en Bosnie ou tout ça. Moi, ça m'a affecté beaucoup. La mission de 93, entre autres, où j'ai vu des horreurs. Et à partir de là, ça a changé beaucoup. Tu parlais de mindset, ça a changé beaucoup mon état d'esprit sur la vie. Je suis devenu très craintif et même anxieux, j'ose le dire, ce qui m'a amené à opter beaucoup pour de la sécurité financière. Pour moi, la sécurité financière faisait que ça me gardait justement dans une certaine sécurité, un confort. Et longtemps, moi, je ne voulais pas avoir d'enfants, je ne voulais pas de famille, je ne voulais pas ces responsabilités-là parce que tout devenait un peu trop lourd. Mais j'ai été consulté. Une autre partie de ma vie aussi qui est intéressante dans le sens que ça m'a amené de l'expérience. J'ai eu à me vulnérabiliser à un moment donné, puis il a fallu que j'aille consulter et on m'a diagnostiqué un trouble d'anxiété généralisée. Et à partir de là, j'ai compris pourquoi j'étais comme j'étais. Et en même temps, c'est ce trouble-là qui a fait, je crois, qui a fait de moi quelqu'un d'indépendant financier, de libre financièrement, parce qu'au lieu de dépenser, j'ai toujours préféré investir. Parce que pour moi, en investissant, ça me donnait de la sécurité pour l'avenir. Imagine quand j'ai eu mes enfants, moi, dans la quarantaine, et je pensais que maintenant, mon trouble, là, tout est contrôlé, parfait, je suis prêt à avoir des enfants parce que ça me stressait vraiment d'avoir des enfants. Et lorsque j'ai eu mes enfants, ben, non seulement le stress a embarqué, mais l'anxiété, pas à peu près. J'ai trouvé ça difficile parce que j'étais inquiet constamment. Bon, ben là, ça prend une maison pour la famille, ça prend le véhicule, ça prend.
Et là, pour moi, là, c'était beaucoup trop de matériel. Et moi, le matériel me stresse. L'argent me relaxe, mais le matériel me stresse. Fait que le trouble m'a emmené quand même certains succès, m'a aidé à prendre des bonnes décisions, mais en même temps, ce trouble-là m'empêche d'avoir un épanouissement total. Il y a toujours certaines limites. Fait que des fois, j'ai du mal à avoir du fun, comme on dit, parce que je suis toujours en train de penser à l'avenir, puis toujours en train de prévoir, puis OK, il me reste 40 ans à vivre peut-être, à peu près, puis là, à 65 ans, il faudrait que je sois comme ça. Là, j'ai tant d'immobilier, je pourrais vendre à cette période-là. Là, cet immobilier-là, je vais le vendre là. Cet immobilier-là, je vais le garder pour les enfants. La terre, je la garde pour mes enfants. Ça, je ne la vendrai jamais. Comment je peux la maximiser? Et pour moi, là, c'est presque pas d'effort de tout le temps penser comme ça parce que c'est ma tête qui m'amène à toujours, toujours, toujours prévenir au lieu de guérir. Il y a plusieurs points que tu viens de mentionner que j'aimerais ça rentrer en détail si tu es ouvert avec ça. Pat, Vas-y. premièrement, c'est bien d'avoir, j'ai dit en business que c'est bon d'avoir un sentiment de paranoïaque. Mhm, Parce que, si mettons, tu es le premier au Québec, surtout dans mon domaine, je suis courtier hypothécaire, donc on est tout le temps en compétition envers nous-mêmes, mais aussi envers le marché. Donc, si tu es premier, mais si tu ne gardes pas, t'as pas une certaine garde de ce qui se passe autour de toi, il y a tout le temps quelqu'un qui va te remplacer, il y a tout le temps quelqu'un qui va prendre ta place. Donc, il faut avoir ce côté parano où tu t'inquiètes tout le temps de perdre ta position, de perdre tes revenus, de créer toujours des nouvelles opportunités. Alors, c'est bien d'avoir ça, puis je pense que ça t'a amené cette indépendance financière, du fait que tu t'inquiétais un peu d'avoir trop de matériaux, tu aimais l'argent, mais tu n'aimais pas les dettes qui viennent avec, peut-être. Dis-moi, mhm. avant ça, ok, tu me parlais un événement qui t'a bouleversé, qui t'a peut-être laissé des séquelles Mhm. quand tu es revenu ici au Québec. Si aussi on peut apprendre ton expérience, peux-tu partager cet événement? Est-ce que c'est un événement spécifique qui t'a amené là ou c'est vraiment la vie, la société là-bas qui t'a donné ces séquelles à ton retour? Non, ta question est très bonne. Effectivement, c'est plutôt un événement assez spécifique. Évidemment, dans un climat de guerre, là où on voit, par exemple, des enfants, des femmes assez démunies, des enfants armés. J'étais dans la vingtaine. Selon mon psychologue, c'est que j'ai commencé ma vie active d'adulte dans un contexte très, très négatif, la guerre. Et moi, j'ai eu à me rendre sans rentrer dans les détails, je ne veux pas que ça soit trop graphique. Même moi, je n'aime pas tant en parler, mais l'événement comme tel, c'est que je suis allé à un moment donné dans un des villages, parce qu'on a dû intervenir, pas juste moi, évidemment, on était un groupe, puis il fallait débarquer dans un village qui venait d'être anéanti. Et moi, ben, je prenais des photos pour les opérations là-bas, pour les dossiers, etc. Et j'ai eu à prendre en photo 32 corps un peu partout, dans toutes sortes de contextes, dans des maisons, par terre, devant l'entrée, femmes, enfants, entre autres, avec des jouets par terre dans la maison. Fait que, tu sais, comme 24 heures avant, il y avait une vie de famille ici, là. Ben, tout le monde avait été tué. Évidemment, il y avait plus que 32 dans le contexte. Moi, j'avais 32. Écoute, le chiffre m'a marqué, tu comprendras. Et je prenais les photos. Et à l'époque, on est en 93. À l'époque, je développais mes photos. Pour des plus vieux qui nous entendent, tu te rappelles peut-être qu'on pouvait, à l'école, on avait des cours de photos. Des fois, on développait les photos avec les liquides, hein, l'espèce de vinaigre, là, les, les gris, les blancs, les noirs la photo. Je faisais déjà beaucoup de photos, moi, en dehors de l'armée. C'est la raison pour laquelle on m'avait donné le rôle là-bas d'aller prendre des photos, puis je m'occupais de la chambre noire. Évidemment, de développer par la suite ces photos-là,
de corps inertes ben, par le fait même. Évidemment, il était mort. Fait que moi, ça a marqué mon esprit parce que, bien sûr, bon, telle photo est trop grise, on la refait. Elle est trop noire, on la refait. On est trop... Mais là, c'est des corps. On n'est pas dans des paysages ou des trucs comme ça en noir et blanc. Évidemment, ça a marqué mon esprit et c'est surtout là que j'ai compris comment l'homme, l'humain, mais l'homme masculin aussi, surtout, peut être dégueulasse dans des contextes où aucun égard pour la vie humaine. Les victimes étaient beaucoup des femmes et des enfants. Évidemment, il y a des hommes aussi qui étaient victimes, mais c'était surtout des femmes et des enfants pour des causes, pour des croyances, peu importe là, le contexte, là, mais dans le sens que comment l'être humain pouvait être aussi, pouvait devenir aussi méchant dans un contexte de guerre. Et j'ai vu des gens souffrir de la faim. J'ai vu des enfants qui n'avaient pas mangé pendant des jours. Bon, on prenait, nous, des fois, nous, on avait des restes avec les Nations Unies. Bon, on allait porter ça dans les villages autour. On allait aider la population là-bas qui était vulnérable. Euh, Fait que j'ai vu le côté humanitaire, j'ai vu le côté des atrocités. Évidemment, il y a eu des belles périodes aussi où il y a eu des câlins, il y a eu j'ai encore des photos avec des groupes d'enfants dans les écoles, puis comment ils étaient heureux là, qu'on leur amène des trucs, des pâtes alimentaires, des trucs qu'ils pouvaient faire cuire eux-mêmes ou des rations, peu importe. On leur amenait des crayons, des cahiers à colorier, des choses qu'on pouvait avoir, qu'on leur amenait. Et même nous, comme membres des Nations Unies, on faisait venir des fois des trucs du Canada parce on se créait des affinités avec les gens du village, puis on leur apportait comme ça des trucs. Évidemment, aussi, ça a créé de la tension dans le village. Quelqu'un avait eu un cadeau de nous, mais les autres n'avaient pas eu. Et là, ça se tiraillait entre eux. J'ai comme vu une grande vulnérabilité de l'être humain comme des animaux. Des êtres humains qui ont faim, là, c'est dangereux. Des êtres humains avec des convictions qui sont prêts à tuer pour leurs idées, c'est très dangereux. Et moi, à 20 quelques années, dans une candeur puis une naïveté d'une certaine façon, ça a fait comme hey, boy, c'est ça le monde. Chez nous, ça allait bien au Canada, mais lorsque on est arrivé là-bas, réaliser que là, c'est. Puis moi, j'ai passé 7 mois là-bas, entre autres. Fait que c'est 7 mois de guerre, de contexte où on a à toujours vérifier s'il n'y a pas des mines, il n'y a pas des. Un tel a sauté, un tel a ci, un tel a ça. Et là, quand tu arrives ici, c'était peut-être pas comme l'Afghanistan, mais les réflexes de l'être humain font que quand tu arrives ici, ben là, tu te méfies un peu de tout aussi. Tu prends ta voiture, puis tu fais attention aux les côtés de la route, tu vérifies. Tu deviens un peu paranoïaque et c'est ce qui il y a quelque chose qui se développe en dedans, puis qu'à un moment donné, là, tu te dis, coudon, je suis plus capable d'avoir du fun parce que j'ai toujours peur qu'il va arriver quelque chose. Bien Et sûr. ça, c'est triste de vivre comme ça, avec l'anxiété qui devient très sévère. L'anxiété généralisée, là, c'est constant. Même dans un contexte festif, l'anxiété te prend, puis là, tu te dis, hey, dès coup qu'il arrive quelque chose, dès coup que ça explose ici, ou dès coup, là, puis là, ton cerveau, là, il se met en mode cinéma, là, mais tu n'oserais même pas compter ça à quelqu'un. Là. Il va dire, ben voyons, c'est quoi? Tu imagines bien trop de choses. Mais là, tu rencontres un professionnel, tu essaies de comprendre comment ton cerveau fonctionne, comment tu peux arriver à ne plus jamais avoir de plaisir. Je te Et comprends ça, c'est un totalement. problème. Ouais, c'est un Je comprends problème que je totalement. fais face. Surtout quand toutes tes gardes sont allumées dans des pays comme Toujours. ça. Et là, tu viens Toujours. ici, puis là, habituellement, nos gardes ici sont presque pas là. Hein. Tout est organisé ici, tu te casses pas la tête. Il y a des lumières pour les autos, les feux rouges pour les autos, il y a des lignes de circulation. Et on a nos téléphones si on veut discuter avec quelqu'un. Donc, la vie est beaucoup plus simple. Et ça me parle beaucoup parce que moi, je suis d'originaire du Sri Lanka. J'ai vécu la guerre civile. Je suis arrivé ici à l'âge de 8. Donc, j'étais dans des camps de réfugiés. J'ai déménagé d'une village à un autre parce qu'on savait que par radio, nous, les nouvelles, on entendait par la radio. Puis là, tu sais, quelqu'un de la radio nous disait, ben écoute, ce village va se faire bombarder éventuellement. Donc, les gens, mais on fuyait un peu ce village pour aller dans un autre village.
j'ai changé d'école parce que j'étais encore aux écoles dans ce temps-là. Donc, d'une école à l'autre, je changeais beaucoup d'environnement. Donc, ça m'a donné cette... bon, moi, je l'ai véhiculé étant donné que j'étais jeune, puis j'ai pas tout vu, toutes les atrocités, toutes les choses qui peuvent troubler un humain. Et j'ai vu certaines choses, mais pas à ton niveau. Donc, je l'ai pris plus comme un véhicule de force ici au Québec pour dire, dans nos podcasts qu'on a fait ensemble, je disais à quel point je suis chanceux d'être ici. Puis étant donné que j'ai une perspective d'un autre monde, pour moi, c'est inacceptable de gâcher ma vie que j'ai ici, l'opportunité que j'ai ici. Je veux faire de quelque chose, même si j'ai plein de séquelles, même si j'ai plein de défauts, j'arrête. Jamais j'ai voulu arrêter ou abandonner. Puis c'est drôle, parce que je n'arrête jamais. Je suis peut-être pas le gars le plus talentueux, mais parce que je n'arrête jamais, je fais des choses que des gens avec des énormes talents n'arrivent pas à le faire. Right? Alors, tu peux le véhiculer de différentes façons. Puis, je veux parler aussi par la suite, Pat, comment que tu as fait pour vaincre ces défauts? Tu dis encore que tu les as encore, mais tu les as peut-être mieux maîtrisés. Right? L'anxiété généralisée, tu dis. Parce que les problèmes mentaux, je me rends compte aujourd'hui, mon Dieu, j'ai de la misère à parler, je me rends compte aujourd'hui que les problèmes mentaux, c'est difficile de gérer. Étant à l'extérieur, puis vouloir aider une personne qui fait face à des problèmes mentaux, je pensais que c'était plus facile que ça parce que moi, ma mentalité est complètement différente. Puis quand j'essaie de dire à un toxicomane, écoute, man, tu gâches ta vie, tu as 28 ans, 29 ans, puis il faut que tu te bouges. Puis il me dit, c'est urgent, je t'entends, ben, j'arrive pas. Je sais pas comment l'aider, quoi faire. Et j'ai vu un moment comme ça avec un membre de ma famille. Je veux être là, mais c'est pas facile. Peu importe, peu importe tout ce que tu dis, et étant donné, et aussi cette personne reçoit l'information, il sait qu'est-ce qu'il fait et pas bien, mais il continue à le faire. À quel genre d'aide que tu es allé chercher pour pouvoir appliquer les C'est intéressant ce que tu dis, Sarah-Jeanne. Tu vois, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique dans les troubles de santé mentale. Il y a aucune logique. Comme je te disais, l'anxiété, par exemple, l'anxiété généralisée, faut pas mélanger avec l'angoisse d'aller sur scène, par exemple, dans un événement donné, ou l'angoisse d'avoir d'un examen à la fin de la semaine, ou un événement ou quelque chose qui s'en vient, puis on a tous vécu une anxiété ou quelque chose qui nous prend en dedans parce qu'il y a un événement qui s'en vient, mais après ça, c'est l'anxiété généralisée peut arriver à tout moment, dans n'importe quel contexte, parce que le cerveau, lui, il voit des choses, il voit des menaces dans des choses aussi banales de la vie. Des fois, ça peut être des déclencheurs aussi, par exemple, une alarme. Pour beaucoup de vétérans, par exemple, ils entendent une alarme dans une vie de tous les jours. On peut entendre des alarmes, on peut entendre des sirènes de police, ça peut être des ambulances. Tu restes à Montréal, bon, dans des moindres centres-villes, on entend des bruits aussi de construction, des trucs comme ça, camion qui recule, puis tout d'un coup, tu es obligé de t'accoter, puis tu te dis, oh non, ça vient de déclencher l'anxiété. Si j'ai quelqu'un à côté de moi, il ne comprendra pas. Mais voyons, pourquoi non, c'est le camion de vidange Ouais, mais là, t'as peu. Faut juste, ça me prend 2, 3 minutes. OK, c'est correct. La seule affaire qu'on développe avec le temps, puis la seule façon qu'on puisse passer à travers, bien sûr qu'il y a les médicaments. Moi, je n'ai pas pris de médicaments, je ne prends pas de médicaments, mais je dois faire de l'entraînement à chaque jour, au moins 1 heure, si ce n'est pas 2 heures, pour apaiser mon corps, parce que sinon, ça vient trop lourd. À chaque journée, hey, écoute, là, je pense que c'est la première fois que je dis ça, à chaque journée, il y a une peur qui m'habite à un moment donné dans la journée, ne serait-ce que, bon, ben, j'espère que mes enfants sont corrects. Mon gars, il est parti dans une sortie à l'extérieur, d'un coup, qu'il arrivait quelque chose, un accident d'autobus. Là, toujours obligé de se parler, là, puis de dire, ben voyons, c'est quoi les probabilités. Là, on essaie de rationaliser avec la logique.
Mais c'est avec le temps, puis à un moment donné, on se rend compte, plus on vieillit, ben, on se dit, ben là, 90% de ce qui m'a inquiété ou stressé est jamais arrivé. Et ce qui arrive, normalement, on a le contrôle, puis bon, on n'est pas à l'abri d'avoir une crevaison ou quelque chose, mais dans la vie, la plupart du temps, il arrive rien, ça fonctionne bien, tout va bien. Puis là, en vieillissant, ben là, veux pas, je vais avoir 55 ans. Je viens de me dire que hey, toutes les fois que j'ai stressé depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y a tellement d'années de stress en arrière de moi qui fait que finalement, ça a toujours bien été. Mais moi, aller sur scène, parler à des gens qui sont 2000 personnes, Pat va leur dire que j'arrive dans 10 minutes, va réchauffer la salle. Et moi, ça ne me dérange pas du tout, là. Tu comprends comment je suis peut-être au contraire de bien du monde. Il y a des gens qui ils vont fondre parce que l'anxiété va les pogner parce qu'ils s'en vont parler en public, une des peurs les plus communes chez l'être humain. Pour moi, ça ne me fait pas peur. Mais de prendre la route, partir en famille, on s'en va à New York pour peu importe. Ah là, mon dos. J'espère que les douanes, ça va être correct. Mon passeport, il est dessus. OK, mon passeport, il est là, il est dessus. Là, hey, écoute, il y a plus de stress que de plaisir dans la plupart des activités que je fais. Et ça des fois, moi, je suis sévère envers moi-même, ça me fâche. Puis le fait d'avoir les enfants, j'outrepasse, tu sais, je veux dire, j'arrête de penser à ça parce que je veux tellement pas non plus influencer mes enfants par rapport à ça, l'anxiété du genre, on fait rien pour pas qu'il arrive rien. Tu sais, je suis conscient que non, les enfants, ils ont besoin de vivre. Mon garçon, il a une activité à l'extérieur, ben, je vais l'encourager à y aller. Mais après, pendant qu'il est parti, moi, je vais marcher, je me contrôle et je prends pas l'alcool, je prends pas de l'alcool, je prends pas de drogue, je fume pas du pot, je prends pas de médicaments. Évidemment, ça pourrait régler tout de suite à court terme l'anxiété, mais après, on va développer une dépression. Donc, moi, c'est l'activité physique. J'ai perdu 140 livres en 7 ans et j'allais perdre ma santé physique. J'avais déjà perdu une partie de ma santé mentale. Et là, j'ai vraiment capoté et c'est le sentiment d'urgence. J'ai fait ce qu'il fallait pour être en santé physique. La santé mentale, disons que on peut dire qu'aujourd'hui, j'ai le contrôle sur certaines choses et je me suis rendu compte que même si j'avais 10 millions, 15 millions, 20 millions en avant de moi, il y aurait toujours de l'anxiété. Puis ça, c'est peut-être une leçon à dire aux jeunes. Là. Moi, je m'étais dit un jour, là, quand je vais faire 100 000 par année, là j'ai déjà fait 100 000 j'ai fait plus que ça. De toute façon, je ne cherchais à rien changer, j'étais aussi anxieux. Là, j'ai dit, quand je vais avoir mon poids santé, là, il faudrait que je perde une centaine de livres. Là, je vais être bien. Là, je vais être heureux. Là, je vais avoir le bonheur facile. Ça n'a rien changé. Je suis juste plus en santé physique, bien sûr, mais ça n'a rien changé au niveau de la tête. Un jour, je vais valoir 1 million, 2 millions, 3 millions. Ça ne change rien. L'anxiété, elle est toujours là, quand même. Alors, il faut comprendre que des fois, ce qu'on a dans la tête, l'argent ne va pas régler tout. Le succès ne va pas régler tout. Puis des fois, on a faim, on a faim, on a faim. On veut nourrir parce qu'on veut apaiser, évidemment, notre tête. Mais on se rend compte que le problème est toujours là. Donc là, il faut plutôt danser avec le problème, s'harmoniser et consulter les professionnels pour arriver à se confier. Là, j'ai l'impression que je m'ouvre quand même personnellement à toi présentement sur ton podcast. Mais évidemment, je ne vais pas ici en podcast tout dire ce que je peux dire à un professionnel qui est payé pour ne pas le dire à personne d'autre. Et je vais être capable de libérer justement mes inquiétudes, mes anxiétés pour pouvoir après ça sortir avec la tête plus léger. Mais il y a une phrase, c'est pas une phrase, mais peut-être une citation, mais en tout cas, il y a 40% de notre bonheur, si tu veux, où on a un certain contrôle, mais il y a quand même un 50 à 60% qui est génétique. Alors, des fois, il faut aussi se poser la question si nos parents
comment nos parents étaient au niveau de la génétique. Il y a le comportement aussi, mais au niveau de la génétique, moi, j'ai une mère qui était très anxieuse. Je dis elle était décédée aujourd'hui. Ma mère était très anxieuse. Évidemment, j'ai probablement hérité de l'anxiété de ma mère. Et le fait d'avoir vécu la guerre a fait que le bout que je pouvais peut-être contrôler puis emmener un peu plus de bonheur dans ma vie, ce bout-là a été affecté par ce que j'ai vu. Puis là, ça m'a créé des œillères ou ça m'a créé une façon ça m'a créé un état d'esprit où j'avais envie de me refermer. Et là, la paranoïa d'avoir peur de tout le monde. Puis en même temps, pour finir sur mon laïus, là, je sais que je pars puis je jase beaucoup. En même temps, des fois, la vie nous donne raison d'être anxieux parce qu'il suffit, tu as mentionné tantôt que je m'informe beaucoup sur les situations internationales. Bon, là, présentement, j'étudie en économie. Je suis retourné à l'université par plaisir. Je fais des cours en économie. La macroéconomie m'intéresse, la géopolitique m'intéresse et je m'informe sur à peu près tout ce qui se passe dans le monde. Et évidemment, qu'est-ce que tu crois que ça fait? Ben, bien sûr que ça m'emmène encore plus d'anxiété. Est-ce qu'on peut dire que ça va bien dans le monde actuellement? Est-ce qu'on peut, on peut vraiment, écoute, tout est sous contrôle. Le Moyen-Orient, tout est sous contrôle. Les États-Unis, c'est super. Canada, écoute, l'argent est là, aucune dette, aucune. Non, il y a quand même une situation à peu près partout dans le monde où on peut dire, ben oui, c'est un peu stressant. Et pour quelqu'un comme moi, là, ben là, faut que je m'arme, faut que je m'amène encore plus de munitions pour faire face à tout ce qui pourrait arriver. Alors, en voulant tout le temps faire face à tout ce qui pourrait arriver, ben, c'est où que je trouve mon plaisir, moi? Ben, Je pense que pas j'ai trouvé, vraiment, je à pense que part la liberté, à part la liberté de temps. J'ai une belle liberté de temps, une liberté d'argent, mais d'un autre côté, je suis tout le temps en train de penser ce qui va arriver, ce qui pourrait arriver. je Imagine. comprends. Pour résumer ce que tu as dit, Pat, il y a plein de choses que j'essaie de me J'ai dit rappeler. beaucoup de choses. J'aurais dû avoir un petit papier et un crayon parce qu'il y a tellement de choses que tu as déployées ici que je vais essayer de me rappeler. Donc, la première chose, ce que je me rappelle, c'est que pour, il n'y a pas vraiment une solution miracle pour l'anxiété ou les problèmes mentaux. C'est comme une tendinite. Moi, j'ai une tendinite en jouant au bras de fer. Quand je travaillais au McDo, j'ai voulu compétitionner avec un employé. Puis ce jour-là, c'était la journée, j'ai eu un des plus grands regrets parce que je suis allé trop fort. Puis encore aujourd'hui, j'ai cette tendinite. Donc aujourd'hui, quand je vais au gym, je m'entraîne. Il y a certains exercices que j'évite de faire. Donc c'est un peu comme la santé mentale. Il faut essayer de maîtriser, mais est-ce qu'on va complètement l'effacer? Pas nécessairement. Une tendinite, ça reste à vie. C'est la raison pourquoi je fais cet Exact. sport avec la tendinite. Maintenant, à l'autre côté, tu as parlé du Canada, de l'économie mondiale. J'aimerais ça rentrer dans le vif du sujet de ce côté-là, mais encore une fois, avant que je change de sujet, j'apprécie ton ouverture. Et ça permet aux gens de comprendre ceux qui ont ce genre de problèmes, qui cherchent des solutions. L'activité physique, c'est un. Consulter des psychologues, c'est un autre. Discuter, de sortir ce qu'on a en dedans de nous pour que d'autres personnes puissent voir, donner des outils, ça, c'est une autre chose. Mhm. Donc, c'est vraiment important. Donc, pour parler de l'économie puis la situation mondiale, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, que j'aime apprendre et je reste à l'affût des nouvelles. Un des podcasts que j'écoute, et je suis fier de dire que c'est un podcast du Québec, à part ton podcast à toi, financièrement parlant, c'est celui de Benjamin Tremblay. Benjamin Tremblay, Ouais. waouh, quel homme ce mec. Et puis, savoir que c'est un mec du Québec, Ouais. c'est une fierté pour les Québécois. Donc, je suis vraiment content. Je l'ai eu dans mon Il podcast. est ici à Québec en plus. Il n'est pas tellement loin de chez moi. Oui, Il est très articulé, très réfléchi. vraiment. Il pousse la barre dans les réflexions, dans les analyses. Il est eu dans mon Oui. podcast ici à Montréal. Il est venu parler des affaires, puis on a parlé de plusieurs sujets qui va sortir bientôt. Wow. Et dernièrement, j'ai fait un podcast avec un dénommé qui s'appelle Patrick Bet-David. Patrick, même prénom que toi, Patrick Bet-David, un Mhm.
entrepreneur aux États-Unis. Il a, c'est juste pour vous mettre en perspective quel genre d'homme il est. Il a bâti un cabinet d'assurance de 50 000 agents à travers les États-Unis. Donc, gérer les travailleurs autonomes, 50 000 travailleurs autonomes avec tous les égos, toutes les attitudes qui viennent avec, ça prend un gros leadership. Dernièrement, il a vendu cette compagnie pour environ 400 millions de dollars. Donc, il est hyper lourd. Il a de l'argent dans les poches. Aujourd'hui, il a pris cette nouvelle aventure. Il parle tout le temps des montagnes. Chaque fois que tu rentres sur un sommet, il faut que tu rentres tu surmontes une autre montagne. Puis, un des montagnes les plus difficiles de surmonter, c'est le monde des médias. Parce que le monde des médias est énormément protégé, sécurisé par les gouvernements, parce que c'est comme ça qu'on propage la propagande. C'est comme ça qu'on garde une population renfermée. Right? Alors, c'est difficile d'être un média et de pouvoir être un média connu ou visualisé, tu vois. Alors, Mhm. euh, il parle donc, j'ai fait un podcast après 4 ans de travail, après 4 ans de suivi, Pat. C'est des gens comme ça. Ils chargent pour 1 heure de temps 500 000 US. C'est un grand conférencier aussi, c'est un grand homme d'affaires. Leur temps est extrêmement précieux. Alors, j'ai finalement réussi à avoir sans payer un sou grâce aux Wow. relations que j'ai bâties autour de lui. Et ça a pris 4 ans de non, je peux pas le faire, t'es pas rendu là, à finalement avoir fait le podcast le 26 août 2024. Ça sort bientôt ce podcast. Puis dans le podcast, on parle c'est la raison pourquoi je parle de cette personne. On parle du Canada. Je parle de le gain en capital. Et tu vois, les Américains, quand tu parles du Canada, puis tout ce qui s'est passé durant le COVID, puis après, ils n'ont pas une bonne, bonne image du Canada. Puis il me dit, c'est aux jeunes, tu sais, avec tout ce que tu fais et tout ce que tu donnes, j'ai l'impression que le Canada ne t'apprécie pas. Parce que si tu serais ailleurs dans le monde, dans une communauté où on t'apprécie, l'économie te propulse, mais Mhm. tu serais beaucoup, beaucoup plus loin. Right? Mhm. Ça m'a fait réfléchir un peu. Est-ce que je suis dans une bonne économie parce que pour faire ce que je fais, pour continuer à progresser, à avoir des résultats? Ça m'a juste fait réfléchir, puis je voulais partager avec toi. Qu'est-ce que tu penses de, de son point de vue? C'est très intéressant. Puis je l'ai abordé quelques fois sur sur mon podcast. Tu sais, il y a du bon au Canada, puis il y a du bon aux États-Unis. Quelqu'un qui veut devenir, on va dire, riche, quelqu'un qui veut atteindre du succès, quelqu'un qui veut aller plus haut que la moyenne, il y a plus de possibilités aux États-Unis qu'au Canada, à mon avis. Puis encore là, aux États-Unis, ça dépend des États. Ça peut varier. C'est sûr que si quelqu'un s'en va en Floride, où il y a pas d'impôt au niveau de l'État, euh, puis skies is the limit, puis on est capable de pouvoir gagner nos millions, puis bon, on en garde beaucoup et on fait rouler l'économie, puis il se développe une synergie, la communauté. On a juste à regarder Miami dans les dernières années, comment ça se développe. Oui, il y a de l'argent blanchi, je sais, tu es obligé de l'avouer. Il y a beaucoup d'argent blanchi dans des gros centres comme ça. Mais règle générale, c'est plutôt des gens qui ont atteint des succès incroyables. Puis à cet endroit-là, beaucoup plus facile d'abord de l'exprimer, beaucoup plus facile de le vivre, beaucoup plus facile aussi de s'entourer. Euh, Parce que si on compare avec le Québec, puis on pourrait aussi faire le lien avec le Canada, mais le Québec et le Canada aussi, on mise beaucoup sur un filet de sécurité pour protéger la masse d'échéance, de protéger. Tu sais, nos pauvres sont moins pauvres que les pauvres aux États-Unis. Je ne sais pas si on peut se vanter de ça. Idéal, ce serait de ne pas avoir de pauvres autant, mais on en a beaucoup. Et on a une classe moyenne qui est quand même assez grande et une classe moyenne qui tend des fois vers un peu plus la pauvreté que la richesse, pris un peu dans une zone grise, hein.
où tout le monde gagne 53 663. Ils pensent tous qu'ils payent 50 d'impôts, alors qu'avec les crédits de ci, les allocations, puis etc., puis finalement, bon, ils ont quelques milliers de dollars par mois pour faire vivre la famille. Ils sortent la carte de crédit pour compenser ce qui manque. Puis, si ça se trouve, ils ont une maison que ça fait longtemps, puis qui ont de l'équité, puis qui refinancent la maison. Puis ça, tu vois ça dans ta pratique. On refinance la maison, on a l'impression d'être plus riche, mais on va juste compenser avec la valeur de la maison. Et on court après notre queue. Là, c'est la rat race, métro, boulot, dodo, etc. Il n'y a personne qui s'enrichit dans ce groupe-là. Comme les pauvres ne s'enrichissent pas, la classe moyenne ne s'enrichit pas tant que ça non plus. Il y a quelques-uns qui vont sortir de la classe moyenne ou qui vont accéder à une classe supérieure. Mais si on regarde la moyenne des revenus au Canada et même au niveau des valeurs nettes des patrimoines, on peut pas dire que les gens sont très riches. Au niveau des revenus, le revenu moyen qui était de 57 000 quelque chose au Québec, mais on parlait de 40 des gens gagnent en bas de 50 000. Évidemment, quand on fait un revenu moyen, il y en a aussi qui gagnent 500 000 et 1 million en revenu personnel. En tout cas, il y en a qui peuvent déclarer ça. Puis bien sûr qu'il y en a avec des entreprises où l'argent va rester dans l'entreprise, puis au personnel, ils vont se payer 150, 200 000 peut-être, mais bon, bref. Mais dans l'ensemble, le 40 de la population au Québec ne gagne pas le revenu moyen. Alors, quand on y pense, c'est quand même, il y a un gros pourcentage, je me souviens, je n'ai pas les chiffres devant moi, mais il y a un gros, on va dire un gros pourcentage de la population qui ne gagne pas 25 000 aujourd'hui. On peut même pas, en principe, on ne peut pas vivre avec 25 000. Donc, ils n'ont pas le choix d'avoir des allocations, des crédits remboursables, de l'aide de l'État. On parle ici d'impôts négatifs, de l'impôt négatif, parce que dans le fond, non seulement ils n'en paient pas, mais en plus, ils reçoivent des allocations. Mais là, le problème qu'on a, c'est qu'il y a de moins en moins de riches pour les gens qui ont besoin de programmes sociaux. Et là, c'est plus juste nos pauvres qui ont besoin de programmes sociaux. On a notre classe moyenne qui va aussi dans des banques alimentaires. Ils ont un emploi, ils vont dans des banques alimentaires. Et là, tu vas me dire peut-être qu'il y a un manque d'éducation financière aussi parce qu'il y a des gens qui gagnent, je ne sais pas, moi, 60, 70 000, puis ça n'arrive pas. 80 000, ils n'y arrivent pas. Pour certains, je pense que même s'ils gagnaient 100 000, ils n'y arriveraient pas non plus parce que c'est plus une question d'éducation financière pour beaucoup. Mais on a un système qui n'éduque pas financièrement nos gens, en tout cas pas assez, ça c'est certain. Et la consommation, l'économie est basée en grande partie sur la consommation. On parle d'à peu près 70 de l'économie est basée sur la consommation. Et les gens, depuis 10-15 ans environ, consomment tellement à crédit avec des taux qu'on avait quand même très bas. Ça fait un bout de temps que tu es dans l'industrie. Là, on avait quand même eu des taux assez bas quand même pendant une longue période, après la crise financière de 2008, entre autres. Il y avait des conditions quand même intéressantes pour acquérir une maison puis que nécessairement sans trop de gros revenus, pouvait acquérir, il y en avait qui avaient des spas, une maison, une voiture neuve. Les gens gagnent 55 000 par année. Moi, dans ma tête à moi, 55 000, c'est un demi-sous-sol, une chambre, mets de l'argent de côté, bâtis-toi, et après, tu accéderas à un spa ou à une... Mais ça, c'est ma façon de voir. Mais les gens avaient le goût de gravir les échelons de la vie mais en empruntant, parce qu'ils pouvaient grossir le matériel, grossir les acquisitions, ils empruntent, ils grossissent, ils grossissent, ils grossissent, ils grossissent. Ils ont une impression d'accéder à un certain succès. Et moi, je dis tout le temps, non, tu es en train de creuser ton trou. Parce que là, on le voit en ce moment, les gens sont arrivés à des seuils où des voitures neuves, des piscines, les enfants sont habillés avec des marques, ils ont la maison, tout ça. Mais là, ça ne fonctionne plus dans le budget parce que hein, la maison va coûter quoi? 500, 600, 700 $ de plus par mois. Les autos neuves à 8, 9, 10 7 c'est pas tenable. Présentement, on a une situation économique qui n'est pas tenable, à mon avis.
Et l'année prochaine, on verra probablement beaucoup plus de défauts de paiement, je crois, au niveau des hypothèques. Ça sera une année qui, probablement, j'anticipe une année difficile en 2025. Et ça, ce n'est pas mon anxiété qui parle, là. Je pense qu'on s'en va, pour beaucoup, on s'en va dans le mur. Il y a quelque chose qui doit se passer. Au Canada, on ne peut pas dire que ça va extrêmement bien. Il y aura toujours des riches, mais il y a de plus en plus de pauvres et il y a de plus en plus de sans-abri. Est-ce que là, ça a une corrélation avec, faudrait voir avec nos économistes, là, faire ça, une recherche plus scientifique. J'ose pas l'avancer, mais on peut penser que plus de pauvreté, plus de sans-abri, plus de demandes de services sociaux. Et qui payent tous ces services sociaux-là? Ce sont ceux qui payent 45, 50 53,30 de taux marginal d'imposition. Ce sont ceux qui gagnent 200, 300, 400 000, 500 000. Ce sont ceux qui décèdent avec des patrimoines de 3, 4, 5 millions où il y a une partie qui s'en va à l'impôt au décès, parce que si on repoussait l'impôt constamment au décès, il y a de l'impôt qui va finalement se payer. Et ces impôts-là servent à payer des services sociaux. Et présentement, on voit que les déficits budgétaires, on n'a pas assez d'argent pour payer nos services sociaux. La mécanique ne fonctionne plus. Ça, c'est au Canada. On a un taux d'endettement très élevé. Puis aux États-Unis, on a les États désunis. Les États-Unis, c'est un ramassis international et c'est très bien comme ça. Sauf que les États-Unis, on a des extrêmes riches et on a dans chaque grande ville des États-Unis, j'ai quand même me suis promené un peu, toi aussi, je crois, dans certaines grandes villes des États-Unis, où la pauvreté, mais des gens couchés par terre, des tentes, on en a aussi à Montréal. Mais aux États-Unis, qui est censé être le pays où tout est possible, mais les pauvres des États-Unis ne peuvent même pas aller à l'hôpital, ils n'ont aucun avantage, ils sont laissés pour compte, ils sont laissés par terre, nous, au Canada, on a des filets sociaux, on a la carte, ils peuvent aller à l'hôpital sans frais, ils peuvent quand même avoir une certaine dignité, en tout cas, si on peut dire ça comme ça. Mais aux États-Unis, les pauvres sont vraiment à terre, sauf que eux, ils tirent tout ce qu'ils peuvent tirer vers le haut. Alors, on va chercher les médailles d'or, on va chercher le plus de milliardaires, on a le plus de millionnaires, on a le plus de... Et c'est très bien, mais il y a pas de classe, il n'y a plus de classe moyenne. Et tout le reste, on ne les voit pas. Mais il y a énormément plus de pauvreté aux États-Unis qu'au Canada. Alors, qu'est-ce qui est bon? D'avoir un filet au Canada pour mettre l'accent et protéger nos vulnérables, puis de faire payer les riches en impôts incroyablement, ou d'encourager la richesse aux États-Unis, puis fuck les pauvres, ben, c'est leur problème, qui s'arrangent. Puis là, on est dans la droite extrême qui s'organise. Mais entre la gauche, où on prend soin de tout le monde et c'est les riches qui payent pour tous les pauvres, parce que ça ne finira plus, ça, ou la droite extrême, où ils s'organiseront, ben, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Je ne sais pas si un pays existe avec cet équilibre-là. Peut-être certains pays scandinaves qui sont assez exemplaires là-dessus, où ils ont des fonds souverains, ils sont capables de faire du développement économique, puis en même temps, les gens ont des services sociaux incroyablement, payent beaucoup d'impôts, comme certains pays comme la Norvège, mais en même temps, ils ont les services. Fait que payer de l'impôt, je ne sais pas pour toi, moi, ça me va de me payer de l'impôt, mais quand je vais à l'hôpital, j'aimerais ça ne pas attendre si longtemps. Si j'ai pas au service, les différents services que je peux avoir, que ce soit pour mon passeport au niveau fédéral ou que ce soit pour la SAAQ au niveau provincial, puis d'avoir le service, puis l'efficacité, puis de ressortir, puis c'est réglé, puis je suis content de payer de l'impôt. Là, présentement, on paye beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impôts et ça ne va pas dans nos services, ça va pour aider nos plus vulnérables et nos vieillards, parce qu'il y en a de plus en plus avec la démographie, et on a de plus en plus de gens vulnérables, malades, mais qui meurent plus vieux qu'avant. Ils meurent vieux, mais sont malades très longtemps. Alors, ça va coûter combien, ça, à ceux et celles qui payent 53,30 d'impôts sur les derniers dollars gagnés? Ça va coûter quoi en impôts? Et là, ça va amener tout le travail, le travail au noir, les fraudes fiscales, il va y avoir de l'évasion fiscale, il va y avoir des comptes offshore, il va y avoir quelqu'un qui va devenir moindrement riche ici va décider carrément de partir d'ici parce qu'il va dire que ça ne fonctionne pas.
le même million que je gagne ici, puis le même million que je peux faire ailleurs, ben, je vais aller le faire ailleurs parce qu'ailleurs, au moins, il va me rester mon argent et je n'aurai pas à payer pour des démunis. Puis là, on devient, bon, on devient, je ne m'inclus pas dans ça, mais on peut devenir à quelque part sans cœur parce que là, on dit, ben, le gouvernement, moi, j'aime pas ce qu'il fait, j'aime pas ce qu'ils font avec mon argent. On pose la question, je ne suis pas en train de l'affirmer ou je sais pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, des gens qui sont moindrement à succès, fortunés, puis qui se disent, ben là, je veux bien aider les vulnérables et les démunis parce que je ne veux pas être le seul milliardaire chez nous. Parce que je vais me promener avec des gardes du corps, comme dans bien d'autres pays où je suis le seul riche du village et j'ai de la sécurité constamment. J'ai plus ma liberté finalement. Je veux que tout le monde puisse s'enrichir aussi dans un monde idéal. Il y aura toujours des gens plus. Mais là, ça ne va pas très bien parce que finalement, la classe moyenne est en train de perdre le contrôle. Ils étaient tous dans des dettes où présentement, le taux d'endettement est tellement haut qu'ils ont une lourdeur qu'ils ne sont plus capables de suivre. Et de surcroît, en terminant, le couple doit rester ensemble parce qu'ils n'ont pas les moyens de vendre la maison. Ça aussi, tu envoies cette situation-là dans ta pratique. Ils n'ont plus les moyens de vendre la maison puis de s'en racheter une autre semblable, chacun de leur côté. Ils vont rester ensemble sans être en amour par rapport à la maison. Puis toi, tu prendras le garage. Moi, j'irai au sous-sol quand je vais avoir la paix. C'est sûr que tu en as vu des situations comme ça. Présentement, le stress et la pression qu'on a, on le voit sur la rue, sur la route, on le voit dans le trafic. Tu étais dans le trafic tantôt. On le sent, cette pression-là. Les gens sont impatients. Puis moi, ben, avec l'anxiété, quand je sors de chez moi, c'est bien difficile là, de suffire parce que j'absorbe tout ça. Puis pour moi, j'ai dit non, je préfère aller en campagne, là, je préfère me retirer un peu des grands centres. Puis c'est la raison pour laquelle ben, je ne veux pas aller à Montréal pour ton podcast, puis qu'on va le faire à distance. Parce que moi, arrivé à Montréal, je vais me vider d'énergie complètement parce que j'absorbe tout ça. Et c'est pas facile pour les gens de vivre cette pression-là. Bien sûr. Encore une fois, je vais revenir à ce que tu m'as dit. Écoute, y a-t-il un pays qui a tous les systèmes en place, qui fonctionne et qui prend soin des pauvres et des personnes avec des finances beaucoup plus, tu sais, qui manque beaucoup d'argent versus quelqu'un qui fait énormément. J'ai pas fait mes recherches, mais je peux dire que moi, c'est là ce que je pense, c'est que trouver une balance, si c'était facile, ben, il y aurait beaucoup plus de villes qui auraient réussi à mettre ça en place. Mais si on regarde la fondation, je pense que si on travaille sur la fondation, c'est-à-dire les finances, la- l'éducation financière, je pense qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui auraient plus d'argent. Je pense que l'école ne facilite pas. J'ai pas appris tout ce que j'ai appris aujourd'hui en étant un entrepreneur, sachant comment communiquer, parler devant un public, comment réseauter, comment faire des amis, comment influencer les gens. J'ai pas appris ça à l'école. Right? Ça, c'est tous des skills que tu as besoin pour pouvoir aller dans le marché de travail et réussir, avoir des opportunités. Tu n'apprends pas ça à l'école, j'ai appris par des livres. Right? Ils n'apprennent pas nécessairement à l'école. Puis là, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je ne sais pas ce que ça a changé beaucoup au niveau des cours, mais c'est très manuel. C'est vraiment, c'est très plate. Je dirais même, il y a beaucoup de décrochage. Donc, je pense que changer l'éducation, changer les écoles, permettrait d'avoir une population beaucoup plus informée. Alors ça permettrait peut-être d'avoir un peu plus de succès. L'autre côté, il y a l'extrême droite, l'extrême gauche. Par contre, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on fait juste rester dans chaque extrême, ben l'autre côté, les gens vont partir. Right? Un Mhm. Québécois comme moi qui est grandi ici, j'adore ma province, c'est une terre d'opportunité pour moi. Et j'ai dit tout le temps, si je devais élever mes enfants, il n'y a pas une meilleure place ici pour élever mes enfants. Par contre, si je veux faire de l'argent, si je veux continuer, parce que tu sais, sachant mon passé, je pousse ma capacité, je pousse ma performance parce que je me considère chanceux, puis je veux aider ma famille, je veux envoyer de l'argent chez nous et tout ça. Donc, j'ai besoin de savoir c'est quoi mon plein potentiel. Puis j'ai l'impression qu'ici au Québec, ben, il y a toujours ce fil, comme tu t'appelles, de sécurité, ces filets de sécurité qui ne permettent pas d'avancer. Puis malheureusement, ce qui va arriver, c'est que beaucoup d'entrepreneurs
qui ont une capacité de faire rouler l'économie. Malheureusement, ben, le Québec va les tasser avec le Canada au complet, va tasser de plus en plus. Mhm. Et étant donné qu'il n'y a pas nécessairement de frontières aujourd'hui, on ne peut pas rien cacher aujourd'hui. On peut pas Mhm. nécessairement dire eh, le Québec, c'est la plus belle province du Canada, ou le Canada, c'est l'un des plus beaux pays du monde. Il y a la Mhm. sécurité, il y a l'argent et tout. Non, tu le vois sur les réseaux sociaux, tu le vois sur Internet que ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de, de jugements avec les lois, le gain en capital à 66%. Comme, tu punis quelqu'un qui réussit, techniquement. Right? Ce Mhm. qui va arriver, c'est que les gens vont partir. Et ça va faire quoi? Ça va faire que ben, ça va pas permettre à l'économie de rouler de façon fonctionnelle. Puis l'État va devoir prendre plus de marchés. Ils ont pris l'électricité, ils ont pris le sac, ils ont pris les SDQC, ils vont prendre tout pour pouvoir, euh, pour que ça fonctionne dans les mains de l'État. Mais là, ça va faire, qu'est-ce qui va arriver? C'est que j'aime ça parler de tous les empires qu'il y a eu dans le temps, par exemple l'Empire mongol, l'Empire romain, euh, euh, l'Empire je ne me rappelle pas c'est quoi l'autre empire, mais il y a beaucoup d'empires qui ont chuté, qui ont perdu, pas parce que la population était insatisfaite. Non, c'est parce que le gouvernement a pris tellement de pouvoir puis que par la suite, ben, les politiciens, ils veulent plus, ils veulent plus, ils veulent plus. Le Mhm. fait qu'ils sont plus greedy, plus avares, mais ça Ouais. fait qu'à un moment donné, ça tombe. Alors, je pense que le milieu, ça serait de laisser le capitalisme faire son boulot, mais travailler sur la fondation pour qu'il y ait plus de personnes informées. Et ça fait en sorte que, il y a plus de personnes qui vont sortir de la seuil de pauvreté. Moi, les impôts, là, euh, j'ai appris ça de façon dure. Moi, je ne m'ai pas appris que je dois garder tel montant quand je commence à faire des sous et que tu dois faire attention à comment tu gères ton argent, où est-ce que tu dois mettre ton argent pour pouvoir tu sais, avoir plus dans tes poches. J'ai pas appris tout ça. J'ai appris de hard way, la façon dure. C'est quand je Ouais. commence à faire de l'argent, puis là, après ça, quand l'impôt est venu devant moi, puis écoute, hey, là, tu me dois de l'argent, puis là, ça crée énormément de, de stress. Donc, c'est mon résumé, c'est mon opinion. Ça, c'est mon opinion. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je suis en partie d'accord avec toi. Évidemment, si on laissait tout le monde naturellement se développer, mettons qu'on ne met pas trop d'encadrement, on laisse naturellement les gens se développer, on aura des très riches et on aura beaucoup de pauvres. Avec nos systèmes qui ont tenté de vouloir toujours équilibrer et, je dirais même, d'égaliser. Évidemment, ceux qui avaient tendance à avoir plus de succès deviennent un peu frustrés parce qu'ils disent je ne suis pas récompensé. Tout ce que je fais de plus, je dois le redonner. Donc, il y a une frustration. Puis ceux qui sont en bas, ben pour eux, ils se disent ça me donne quoi de travailler plus? De toute façon, on m'aide. Et avec mes trois enfants, moi, je reçois 12 000, 13 000 par année non imposables, en plus du 25 000 que je génère au travail. Donc, pour moi, ça me fait 40 000 net. Wow! Puis 40 000 net, quelqu'un qui gagne 70, 75, un célibataire, c'est ça qui y reste, 40 000 net. Fait que celui qui fait 25 000 aujourd'hui avec deux, trois enfants fait le même revenu net que quelqu'un qui gagne 70, 75, qui est célibataire. Bon, cela étant dit, quand tu as une famille au Québec, c'est probablement la meilleure place à être. C'est certain. La meilleure place à être avec des enfants pour une famille, c'est au Québec. C'est presque un paradis fiscal. C'est même des fois gênant. Euh, Même ceux qui génèrent certains revenus, qu'il suffit de prendre du REER et avec le revenu net après REER, là, dans le fond, le revenu déclaré au 31 décembre après REER fait foi de tout. Et là, parfait, on a des allocations famille, Québec, Canada, des milliers de dollars qui entrent net d'impôts. Puis tu sais, tu les considères probablement des fois dans les revenus familiaux, tu sais, pour qualifier les gens pour les hypothèques. C'est des revenus intéressants. On voit des familles avec une dizaine de mille nets qui entrent en plus des revenus qu'ils gagnent. Tu sais. J'avais déjà fait l'exercice à un moment donné dans une famille qui gagnait 70 000 de revenus de ménage.
avec 3 enfants. Alors, net, c'était 76 000 quelque chose. Là, tu dis, comment c'est possible? Ben, c'était 70 000 moins les impôts, mais avec les crédits, avec les retours, avec les avantages et les allocations, ils faisaient plus que leur revenu, c'est-à-dire que le revenu net était supérieur au revenu brut dans le calcul, alors qu'il y avait des allocations c'est incroyable, surtout les enfants en bas de 6 ans. Bon. Or, pour les familles, c'est merveilleux. Et bon, au Québec, on s'est choisi un système. Je comprends que peut-être pas toi qui l'as choisi, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais on est arrivé dans un système qui se dit socialiste. Et ce fameux système socialiste, avec beaucoup de gauche, le gouvernement qui prend soin des gens et qu'on encourage les familles et on encourage les enfants, etc. Puis bon, est-ce que ça a donné quelque chose? On a un enfant, point 8, un enfant, point 8, là, les statistiques, là. On va dire 2 enfants pour l'image, mais on a 2 enfants par famille en moyenne. On a moins d'enfants qu'à l'époque où il n'y avait aucune allocation, ou presque, là, il y avait quand même un système d'allocation familiale, là, mais ce n'était pas comme aujourd'hui. Et dans ce temps-là, les familles avaient 4, 5, 6 enfants, puis un des 2 parents travaillait, l'autre restait à la maison, et ça fonctionnait quand même. C'est assez exceptionnel. Aujourd'hui, il y a des allocations, les familles sont plus petites, les deux travaillent et ils ont des fois en plus un side hustle, puis ça travaille les fins de semaine, puis ça cherche à faire d'autres heures de plus supplémentaires pour y arriver. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Au Québec, les syndicats ont été très bons dans les années 50, 60, 70. Ils ont pris une partie de la classe moyenne, les emmenés à un certain seuil de dignité, de respect, et on s'est un peu affranchi du monde anglophone. Et on a commencé à avoir des gens qui gagnaient des sous, mais qui étaient francophones. Parce qu'à l'époque, ben, peut-être tu connais un peu l'histoire du Québec, les patrons, les dirigeants et tout ça, c'était des anglophones. Et en cours de route, ben, les Français, les Québécois français, qui se sont retrouvés aussi syndiqués dans des shops. Et là, le gouvernement, puis les hôpitaux, puis les écoles, puis la religion catholique a été tranquillement tassée. Et là, c'est devenu des institutions. Les syndicats ont grossi, ils ont donné des meilleures conditions, des meilleures conditions, des meilleures conditions. Mais quand tout le monde s'enrichit en même temps, d'une certaine façon, ça s'annule. Hein? C'est tout le monde s'enrichit en même temps. Fait, euh, ça crée aussi beaucoup de consommation et des gens, c'est comme c'est devenu des nouveaux riches. Les gens gagnaient des plus gros revenus. Ils avaient des fonds de pension. Là, on pense à nos boomers, des gros fonds de pension, de la sécurité d'emploi. Puis il y a eu toutes sortes de situations où ils se sont achetés des grosses maisons. Puis c'est ici. Mais à quelque part, dans le processus, là, c'est qu'à un moment donné, ça allait éclater un peu en des années 80. On a eu une période où ça allait éclater. Après ça, moi, j'arrive dans ma vie adulte, fin des années 80-90, inflation, chômage, un cycle économique pas favorable du tout. Et les maisons, dans certains secteurs, les maisons avaient perdu de la valeur. Et c'était difficile d'avoir accès à la propriété dans le début des années 90, là, pour ceux qui nous entendent, qui pensent, ouais, c'était facile dans ce temps-là. Moi, je ne suis pas un boomer, là, je suis la génération X. Là. C'était pas simple. Puis on sortait d'une période de chômage. Puis juste un peu avant, moi, j'étais flot, mais je me souviens des taux d'intérêt à 18, puis à 20, puis à 24 puis les gens allaient reporter les clés de la maison, puis qu'ils n'étaient plus capables de payer leur voiture, puis qu'ils étaient plus. Mais on venait de passer une période de fête. Hein? C'était la fête parce que là, les salaires c'était mieux. Mais présentement, on termine une période de fête. C'est un petit bout là, qu'on l'a terminé là, depuis quelques 2, 3, 4 ans avec la pandémie. Ça a vraiment cassé le party pas mal. Et je crois qu'on va reprendre un nouveau cycle. On va resetter les gens de la population qui n'étaient pas nécessairement développés professionnellement, développés financièrement, développés émotionnellement, et j'irais même dire développés intellectuellement. Nos secondaires 5 qui gagnaient 120 000 par année, ben, s'ils perdent leur emploi, puis qu'on se retrouve dans une situation économique sévère, voire une récession, puis quand tu gagnes 120 000 par année, mais tu as un secondaire 5, puis tu perds ton emploi, ça peut être difficile de retrouver la même chose. Ça se peut que tu retombes à 42 puis tu es pogné là.
va être difficile à trouver un autre poste de même. Tu avais peut-être eu le privilège d'être rentré à quelque part dans le bon timing, mais là, c'est terminé. Puis il y a des shops, puis il y a du chômage qui augmente présentement. On va se retrouver à une situation de reset. Puis là, je ne veux pas prendre l'expression le grand reset. Là, je ne suis pas dans le complotiste là, quand je dis ça. Ça va être une remise à jour, une remise à. Je ne sais pas comment on va faire. Mais au niveau économique, là, je pense que maintenant, on va redonner les lettres de noblesse de l'éducation parce que c'était pas normal que des gens n'avaient pas nécessairement d'éducation, mais qui avaient une maison neuve, une piscine, deux chars neufs, qui travaillaient à 100 quelques mille par année. C'est parce que tu connais quand même l'international, toi aussi. Il n'y a pas tant de pays que ça dans le monde que si tu ne vas pas à l'université ou que tu n'as pas des études ou des cours spécialisés, que tu peux avoir une maison, deux voitures, deux. Puis il y a des gens au Québec, au Canada, ils ne savent pas ça dans le monde, que dans la plupart des pays, si tu n'as pas. D'abord, si ta famille n'a pas le bon nom ou ta famille n'a pas été à l'université ou que tu n'as pas eu ces notions-là de la famille qui influencent beaucoup dans bien des pays, qui influencent beaucoup l'avenir de leurs enfants, évidemment. T'as pas ça, là. T'as pas ça, là. Les autres, à travers le monde, les gens capotent, puis tu as de la famille probablement au Sri Lanka, des gens disent mais vous avez des grosses maisons, vous avez des gros véhicules, vous avez même nos amis français qui ont des services sociaux incroyables, là, qui ont une lourdeur d'impôts incroyable, puis ils viennent ici au Canada, puis ils disent on regarde les grandes maisons, les grandes voitures, les grands territoires. Nos maisons ne sont même pas clôturées, on vit en sécurité, on a tout ce qui est. Oui, mais on se doit le cul. C'est pas à nous. La plupart des gens, c'est même pas à eux. Demain matin, ils perdent leur emploi, il arrive quoi? Ils vont tout perdre, ça. Alors, est-ce que c'est du confort? Est-ce que c'est du standing? Est-ce que c'est de la richesse? Tu sais, c'est quoi ton patrimoine? C'est quoi ta valeur nette? Puis on prend les dettes, l'actif moins les dettes. Oh, est-ce que c'est positif? Pas toujours. Puis le taux d'endettement au Canada il était de 182 %. Là, il est descendu un petit peu. C'est bon signe. Il est descendu un petit peu à 179 dernièrement, 178 %. Mais c'est quand même 178 %, même si l'hypothèque fait partie de la statistique. L'hypothèque n'est pas nécessairement de dette toxique, mais c'est une dette quand même. Surtout si on refinance, puis on refinance, puis on refinance, puis on refinance 25 ans. Et là, on va refinancer à partir du 15 décembre 30 ans. Pourquoi pas? On remet ça sur 30 ans, on remet ça sur 30 ans. On ne paye jamais à la maison et on se sent plus riche parce qu'on va chercher de l'équité, puis que la banque nous dépose un beau petit 38 000 dans notre compte. Puis là, ben, on va s'acheter un char. Fait qu'on est encore endetté, puis on s'en va où comme ça? Mais on ne développe rien. Quel genre de retraite qu'on va avoir avec la pension de sécurité de vieillesse puis la retraite Québec? Une retraite de 18 000 par année aujourd'hui, 18-20 000. Ah, supplément de revenu garanti, OK, on va dire 23 000. Ouh, mais c'est ça là, la réalité. On s'illusionne, on s'illusionne. Les gens à travers le monde nous regardent et disent waouh, le confort, les grosses mains. Non, on est endetté, il n'y a rien qui est à nous parce qu'on fait vivre un système de consommation, un système économique capitaliste qui est basé sur consommer, consommer, consommer. Vous ne gagnez pas assez d'argent? Tiens, 12 mois sans intérêt, 60 mois sans intérêt, 3 ans sans intérêt. Vous allez l'acheter, votre piscine, vous la payerez en 2027. Ce qui est impressionnant, Puis, c'est que quand je vois faut que tu m'arrêtes dans ce temps-là, hein, parce que là, je pars, là, je pars, là. et toi Je qui es suis passionné en désolé, même ça, je ça suis c'est un bon désolé, c'est podcast. l'émotion. C'est Et, l'émotion qui m'habite. ce que j'ai réalisé aussi, parlant de la surconsommation et du crédit, c'est qu'en France, j'ai des cousins en France, parce qu'au Sri Lanka, après la guerre civile, j'aime ça utiliser la joke, on est comme des Chinois, on est partout, les Sri Lankais. Alors, on est partout dans le monde parce qu'après la guerre civile, on s'est évadé, on est parti dans plusieurs pays. Puis, euh, en France, quand j'ai des clients ici qui vont chercher une hypothèque, c'est impressionnant de voir qu'ils ne fonctionnent pas sur crédit. Tout est sur débit. Right? Oui. C'est un système qui peut aider si jamais tu n'es pas un entrepreneur, tu ne veux pas utiliser le leverage, le OPM, Others People Money, pour Mhm. pouvoir lever ta compagnie, aller chercher du financement. Par contre, si tu es monsieur, madame, tout le monde, tu as un salaire et tout, ça peut être un système qui peut être plus en faveur
pour ne pas t'endetter, right? Parce que tu utilises seulement l'argent que tu reçois et non le crédit. Donc, pour finir, j'aimerais ça que tu discutes un peu, tu partages un peu ton opinion sur l'immigration. Est-ce que c'est une bonne chose de freiner l'immigration? Pourtant, le Canada est un grand pays. Toute la Ouais. population est concentrée proche de la frontière. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a tellement de place pour grossir et de faire bouger l'économie. Puis je pense aussi Ouais. que la population québécoise et la population canadienne, ils ont besoin de main-d'œuvre, des main-d'œuvre que nécessairement nous, les Québécois, les Canadiens ne veulent pas nécessairement gérer, travailler là-dessus. Par exemple, travailler au McDo, à un moment donné, quand tu es ado, c'est correct. Hmm. Si tu vois un Hmm. Québécois qui travaille au McDo à 30 40 ans, je me pose des questions, là. Tu sais, Hmm. laissons-le à des gens qui ont besoin de cette opportunité pour grandir. Mais nous, Mhm. on fait des boulots un peu plus éduqués, des boulots qui font rouler l'économie, qui sont nécessaires pour la population. Ben, c'est sûr, ta question pourrait être perçue comme une question un peu délicate. Puis moi, je n'ai pas de problème à répondre très ouvertement parce que j'ai même pas besoin de justifier que je suis aucunement raciste. Mais il faut accueillir des gens. Il faut avoir les infrastructures pour les accueillir. Puis c'est intéressant ce que tu as dit. On a un territoire immense, vraiment immense. On pourrait, mais ce n'est pas fait encore, on pourrait exploiter. Il y a tellement de sols avec de l'exploitation qui n'a pas été faite à travers le Canada. J'allais dire une mine. On a plusieurs mines potentielles, mais on est une mine de ressources naturelles incroyable. Je pense juste au gaz de schiste, là. Les États-Unis développent avec ça. Il y a du cash à faire au Canada. Il y a du potentiel qui n'a pas été développé. Par contre, les immigrants, et là, évidemment, on parle des immigrants reçus légalement. Bien sûr que je suis contre l'immigration illégale, là, parce qu'on se retrouvait à un moment donné, juste pour la petite histoire, ben, quand on avait, par exemple, le chemin Roxham au Québec, des États-Unis, où on avait l'immigration illégale et on devait trouver les hôtels, on devait trouver l'infrastructure, on avait les coûts et ça devenait lourd au niveau de la logistique, mais au niveau financier aussi, pour accueillir des gens illégalement. Ça, bien évidemment, je suis contre, bien sûr, d'aller chercher les meilleurs à travers le monde. On est tellement attrayant pour la plupart des peuples à travers le monde qui aimeraient immigrer un jour puis quitter l'endroit où ils sont parce que, bon, sécurité et tout. Des fois, dans des situations où ils pensent déjà d'aller vers le Canada. Pourquoi le Canada plus que les États-Unis? Parce que les États-Unis n'ont pas une bonne réputation internationale. Et il y a beaucoup, pour avoir voyagé, j'ai fait quand même 22 pays. Les États-Unis ne mettent pas leur drapeau américain lorsqu'ils voyagent des citoyens partout. On ne voit pas. Mais le drapeau canadien, lui, en tout cas, on l'affichait. Ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas voyagé. Je pense que c'est encore comme ça. Donc, la fierté, le Canada, il y a une grande fierté à travers le monde. C'est un pays qui a été découvert là, beaucoup plus dans les 15, 20, 25 dernières années. Et je vois des trucs passer sur les réseaux sociaux aussi, les avantages du Canada, immigrer au Canada. Puis on voit que ça interpelle vraiment les gens internationalement là, de comment ça fonctionne pour venir rester au Canada. Bon, prenons l'immigration légale. Les gens font la procédure. Encore faut-il avoir un ministère qui s'enlève les doigts dans le nez puis qui ne sont pas toutes mêlés dans leur formulaire. Là. Ça, c'est déjà c'est très lourd. Mais mettons que ça fonctionne. Mais là, ils s'en vont à Toronto, ils s'en vont à Montréal et ils s'en vont. Il va falloir, si on veut développer, il va falloir aussi avoir de la logistique, c'est-à-dire d'avoir des structures. Oui, de la logistique, oui, mais d'avoir des structures pour les accueillir, mais en dehors des grands centres aussi. Il va falloir qu'il y ait en dehors des grands centres pour éventuellement exploiter à tout égard nos ressources naturelles. Il va y avoir du potentiel. L'idée d'immigration au niveau économique, si je peux me permettre, mais je ne suis pas économiste. Je suis à l'université en économie présentement et je n'ai pas assez de crédit de cumuler pour pouvoir parler comme un économiste. J'ose juste le dire comme un citoyen. J'allais dire, au niveau économique, bien sûr qu'avec l'immigration, forcément, c'est des jeunes. Donc, ça va baisser
la moyenne d'âge. On devient un pays très intéressant avec une moyenne d'âge qui va diminuer, avec un PIB qui grossit artificiellement parce qu'on met beaucoup de monde, on rentre beaucoup de monde, on a un PIB qui grossit, on est passé de 32 millions à 41 millions de population en l'espace de 7, 8 ans, 10 ans maximum. Et bien sûr que le PIB, ça grossit. C'est des gens qui mangent 3 fois par jour. C'est des gens qui ont besoin de se laver, qui vont à l'épicerie, qui vont, bon, peu importe ce qu'ils gagnent. Sauf que le PIB par habitant, lui, il diminue. Donc, pour le pays, c'est intéressant. Peut-être qu'à long terme, ça donnera raison à M. Trudeau, parce que je ne veux pas faire de politique ici, ce n'est pas pour un ou pour l'autre. Mais comme n'importe quoi, trop, c'est comme pas assez. Ces immigrants-là, de les recevoir en si peu de temps, on aurait peut-être pu pouvoir étendre ça, puis de se préparer au fur et à mesure pour recevoir de cette nouvelle population-là. Et dans l'histoire, toutes les communautés qui sont débarquées, ben, ce n'est pas d'hier qu'on a des immigrants. Là. Je veux dire, le pays a été construit. D'abord, nous-mêmes, nous sommes des immigrants là, de descendance française. On est arrivés, nos amis autochtones étaient déjà là. Si on prend l'histoire, c'est quand même un pays comme les États-Unis qui s'est développé avec un ramassis, si tu me permets l'expression, un ramassis de plein de gens à travers le monde. Ben, c'est correct. Puis dans l'histoire, que ce soit nos Chinois qui ont emmené le côté commercial, nos Juifs qui ont développé de la business, de l'immobilier. Puis là, je ne veux pas tout. Tu sais, on a nos hindous, voyons, sikh, là, j'allais dire, de confession sikh, qui ont bâti beaucoup de business, pas juste à Toronto, Vancouver, dans les grands centres, tout ça. Nos Cambodgiens, peu importe, je ne vais pas tout passer, nos Haïtiens, Montréal, il y a des communautés, ils ont développé. Tous ces gens-là, s'ils n'étaient pas venus, on n'aurait pas ça. Des gens comme toi, comme ta famille, avec une mentalité qui arrive ici et qui dit wow, tout est possible. On peut même aller à l'école puis ça ne coûtera presque rien. On peut aller à l'université ici puis ça va coûter quelque chose, mais presque rien si on compare. Ce n'est pas accessible partout dans le monde d'aller à l'université. Puis là, on dit, on regarde le Québécois qui est né ici, puis lui, il dit, moi, je ne vais pas à l'université, moi, je me trouve une bonne job, puis j'ai un fonds de pension, puis je m'assieds, puis j'attends. Je ne veux pas être réducteur, mais il y a beaucoup de ça. Les immigrants vont emmener de l'énergie et même de la synergie. Les immigrants vont créer, c'est eux qui créent de la business parce qu'ils ne peuvent pas en faire de la business souvent dans leur pays. Ils arrivent ici, il y a de la libre entreprise. Ils peuvent le faire. Ils se rendent compte que c'est lourd, qu'il y a de l'impôt, qu'il y a des acomptes provisionnels, qu'il y a des choses à régler. Mais quand même, tout est possible. Alors, quelle belle place pour développer. Mais là, on se retrouve avec un clivage. On a des communautés qui sont très, très, comment dire, le terme français, enthousiasme. Ils veulent bâtir de la business parce que souvent, un immigrant, il ne veut pas se trouver une job sûre, syndiqué. C'est pas ça qu'il cherche. Il n'y avait pas de liberté avant. Il arrive ici, il y en a. Il va faire de la business, puis c'est sûr qu'il y a du cash qui va arriver. Il t'a dit quelque chose d'intéressant, puis que je ne veux pas généraliser, mais il y a beaucoup de ça. Tu as dit quelque chose tantôt, tu as dit envoyer de l'argent à ma famille. Alors, il y a énormément de situations ici où des gens finalement réussissent à passer le processus d'immigration et lorsqu'ils sont installés ici, ce qu'ils veulent, c'est aider leur famille, qu'ils n'ont pas eu le privilège de pouvoir aménager avec eux ou de les suivre, peu importe, ils sont trop âgés ou c'est souvent ça, là, les parents sont plus âgés, évidemment, les plus âgés ne font pas l'immigration, on va chercher beaucoup les plus jeunes, les gens qui sont instruits, etc. Et c'est parfait. Pour un pays, là, on baisse la moyenne d'âge, on augmente l'enrichissement intellectuel parce qu'on reçoit des gens qui ont déjà des formations. Des fois, ce n'est pas reconnu, je sais, il peut avoir des postes. C'est quand même très. Mais il faut il faut être capable de les accueillir. Et là, ils vont beaucoup dans les centres-villes. Bon, c'est un peu normal parce qu'on retrouve les services. Mais là, ce que ça fait, c'est que ça crée un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et si on parle du premier besoin d'un être humain, là, ben, boire de l'eau, manger, mais se loger.
Et là, ça devient difficile de se loger parce que plusieurs communautés qui arrivent, bon, vont chercher des appartements. Et c'est pas rare, je pense, à Montréal. C'est peut-être un préjugé, mais c'était ça avant. C'est pas rare, je pense, que dans des appartements comme des 5,5, on va retrouver deux familles, peut-être trois familles dans certains 5,5, dans certaines communautés. Parce que, pas juste parce qu'ils sont, sont pauvres, mais aussi parce qu'il n'y a pas de logement disponible. Mais on n'a pas la structure. On n'était comme pas prêt à recevoir plein de monde comme ça. Et qui décide des gens qui entrent puis des gens qui n'entrent pas? C'est le fédéral. Mais le provincial reçoit ces gens-là sans contrôle, puis on ne sait pas qui va décider de venir à Montréal, qui va venir à Québec, qui va aller à telle place, qui va aller. Les gens vont immigrer au Canada, mais après, ils vont aller dans telle ou telle ville et les provinces n'ont plus de contrôle. Alors, je ne sais pas à quel point on pourrait donner un peu de contrôle aux provinces, mais ça fait que tu mets beaucoup de monde dans un contexte où chacun se tiraille un peu la pointe de tarte. Et là, ça peut créer du racisme, mais ce n'est pas nécessairement du racisme. C'est juste que là, les gens, ils perdent un peu le contrôle de leur possession parce qu'ils se sentent envahis. Mais ce serait des Blancs, peu importe d'ailleurs, un Québécois avec, je ne sais pas moi, des gens de Calgary, des Blancs, des Canadiens blancs de Calgary qui arrivent dans ton village au Québec, puis qui prennent des appartements, puis qui sont... On aurait le même sentiment de pression. Fait que moi, je continue à croire que c'est pas du racisme, c'est plutôt une espèce de le Québécois qui voulait, qui a toujours rêvé d'avoir son terrain, sa maison, sa voiture, sa vie. Puis là, soudainement, il s'envahit. Puis là, les voisins ont changé, puis les voisins n'ont pas la même couleur. Ah, puis eux, ça parle anglais pas mal dans la rue, je trouve. Puis là, ah, tout d'un coup, on perd tous nos repères. Puis là, ça se déstabilise. C'est sûr, parce qu'il y a bien des Québécois qui sont sur le tapis roulant de la vie depuis 25-30 ans. Il dit, il y a 30 ans d'expérience. Il n'y a pas 30 ans d'expérience. Il y a 1 an d'expérience. Il a répété ça pendant 30 fois, 30 ans. Tu sais, il y a trop de, surtout au niveau des boomers, puis je veux pas, mais il y a des gens qui ont fait 30-35 ans la même job dans une même réalité. Et là, soudainement, ils sont comme bouleversés parce que là, ça change de couleur dans la rue et ça parle d'autres langues. Ils sont déstabilisés. Ce n'est pas du racisme, là. C'est plutôt la peur, la déstabilisation. Et en même temps, pour finir, c'est qu'on est dans un monde socialiste. On s'est créé un système socialiste. Ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord avec ça, mais c'est ça qu'on a. On a un système socialiste et tout le monde cherche à devenir individualiste dans un système socialiste. Fait que ça nous amène au mindset, dans le fond, l'état d'esprit. Si tu ne peux pas être individualiste dans un système socialiste, si tout le monde pense chacun pour soi, bien là, on est comme des animaux dans la jungle, là. Le plus fort va manger le plus faible, puis le plus faible, puis là, on se retrouve dans la chaîne alimentaire. Qui va manger qui, là? C'est animal à ce moment-là. On n'est plus d'encadrement, on n'est plus une société développée. On s'en va où comme ça? En étant individualiste, là, on n'arrivera à rien parce que tout seul, devenir riche tout seul, se développer tout seul, atteindre du succès tout seul, tout faire tout seul, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On a besoin des autres. Certain. Tu as vraiment bien phrasé ça. On est dans un système socialiste, mais avec des gens qui veulent agir de façon individualiste. Et ce nombre de fois que j'ai déménagé, puis je connaissais pas mes voisins, puis quand tu le croises, ben, ils disent pas allô, puis ils font leur truc. Ils ont besoin de rentrer tôt parce qu'ils doivent dormir, parce que le lendemain, ils doivent rentrer travailler, donc ils n'ont pas le temps de socialiser. C'est aussi le système, l'esclavage du système qui fait en sorte que les gens ils se soucient plus de payer leur hypothèque que de socialiser avec le voisin à côté. Que chez nous, back home, c'est des fois je demande à mes parents ou mes grands-parents, qu'est-ce qu'ils font ici, nos voisins, là, chez nous, genre, on les a même pas invités. Ils disent, c'est normal. Là-bas, les gens passent dans une maison, puis ils passent une demi-heure ou 2, 3 heures juste pour, juste pour glander, juste pour perdre un peu leur temps. Que pour moi, c'est pas normal, parce que moi, j'ai grandi ici, j'ai la culture québécoise, c'est comme pour avoir quelqu'un chez nous, ben, il faut qu'on sache, il faut qu'il demande la permission. Là-bas, c'est comme bien normal. Donc, c'est un autre système, un autre monde. Et des fois, tu oublies le stress quand tu vis dans ce genre de pays, même si tu n'as pas nécessairement l'argent.
Comme quand tu vas à Cuba, quand tu vas à la République dominicaine, ils ont absolument rien du tout. Mais c'est le peuple le plus jovial. Tu sais, ils s'amusent, ils dansent, ils chantent. Tandis qu'ici, quand on rentre, ben, on fait de l'argent, mais on n'a pas nécessairement la vie, la liberté du temps, l'esprit tranquille. Right? C'est très fascinant tout ce qu'on vit ici. Et tu sais, il n'y a jamais de gazon plus vert. The grass Mhm. is always greener on the other side. Ben, la réalité, c'est que on a nos avantages et des inconvénients. Maintenant, comment qu'on peut bénéficier de tout ça? Comment qu'on peut prendre avantage de tout ça? Merci, Pat, pour avoir parlé un peu de l'immigration. Moi, j'étais comme un élève, j'écoutais parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas le temps de m'informer. Alors, donner un petit tour de l'immigration, comment que ça fonctionne, c'est très bien. C'est une des choses pourquoi j'adore le podcast. Ça permet aussi de t'instruire. Dernièrement, mindset, on finit ça comme ça. Mindset, super important le mindset, right? Parce que l'école ne t'apprend pas le mindset. Des fois, mes parents, ils étaient trop occupés pour m'éduquer. Donc, j'ai dû consulter des livres, regarder des vidéos sur YouTube. Heureusement qu'il y avait l'Internet dans mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai voulu apprendre, j'ai voulu ne pas accepter mon sort d'apprendre de l'école parce que l'école, si je comptais sur l'école, ben, je serais peut-être dans la seuil de pauvreté ou avoir une job moyenne, puis tu sais, faire, comme tu dis, être sur un tapis roulant pendant 30 ans, même vitesse. Alors, j'étais vraiment chanceux d'avoir cette curiosité d'apprendre. Et c'est drôle parce il y a 8 ans, ok, j'ai commencé à l'âge de 22. Je sortais de McDo et j'avais un side job comme agent de sécurité. Et je me rappelle, une de mes plus grandes phobies, c'est de parler devant un public. Dans mon enfance, j'avais un exposé oral et je me souviens, j'ai failli m'évanouir parce que je ne me sentais pas bien de cet exposé. Parce que j'avais cette trouille de parler devant le public. Je parlais avec Mhm. ma langue, je n'avais pas la confiance, je cherchais mes mots, je bégayais quand je parlais. Donc, il y avait plein d'insécurités que j'avais. C'est toutes ces raisons qui faisaient en sorte que je suis pas si très confiant devant le public. Et 8 ans plus tard, je réalise que j'arrive pas à réaliser encore aujourd'hui que j'ai je viens tout juste de faire une conférence de 900 personnes au Palais des Congrès de Montréal, qui est ma conférence à moi, que j'ai montée avec l'aide de mon partenaire. Mais j'ai fondé cette conférence de 900 personnes. J'ai amené des Américains, des gens de l'Ouest, des Québécois d'ici, et j'ai parlé devant 900 personnes. Et tout ça a été possible. Pourquoi je dis tout ça? C'est tout ça a été possible parce que je n'ai pas accepté mon sort. Je travaille sur mon mindset. Right? Maintenant, de façon globale, right? Est-ce que le Québec, est-ce que le Québec, ma question c'est, est-ce qu'on voit ça au Québec, que les gens veulent réussir, qu'on sent comme qu'il n'y a pas nécessairement d'obstacle, qu'ici au Québec, on peut faire tout ce qu'on veut? Ou tantôt, tu as donné l'exemple d'un Québécois qui est né ici, qui est sur un tapis roulant pendant 30 ans, même vitesse, versus un immigrant qui arrive ici, puis que lui, il veut tout détruire, il veut tout, et détruire d'une bonne façon, pas faire exploser mais détruire, tu sais, de bouleverser, d'avoir des opportunités. Est-ce qu'on voit ça, euh, les Québécois qui naissent ici, ou c'est différent? C'est important à dire que la nouvelle génération, je pense que la nouvelle génération, tout est possible. En commençant par la langue, de ne pas se limiter à seulement le français, mais d'être ouvert à tout ce qui existe à travers le monde, ce qui est souvent l'anglais, bien la langue universelle. Moi, j'ose croire, en tout cas, puis je pense, tu sais, comme je te dis, j'ai des jeunes enfants, je les vois, ils arrivent à l'adolescence, puis j'ai trop ouvert, j'ai trop. Mon garçon, je pense qu'il parle anglais. C'est drôle à dire, je pense qu'il parle anglais. Je commence à lui parler en anglais des fois, comme il n'aime pas ça parce que pour lui, c'est pas naturel, tu sais, de son papa qui parle en anglais. Il dit pas ça d'habitude, là, c'est comme il est mal à l'aise. Mais à un moment donné, il traduit des affaires des fois pour sa petite sœur. Puis là, j'ai dit, bon, Olivier, c'est le fun, tu comprends les choses, puis tu vois, ouais, mais tu sais, il dit pas trop. Mais il écoute beaucoup de choses. Moi, je suis certain, à l'âge qu'il a maintenant, là, je suis certain qu'il a quand même une bonne base et il peut déjà se débrouiller. Fait que ça, moi, je trouve que ça ouvre aussi l'esprit de parler l'anglais dans notre cas parce qu'on est entouré, évidemment, d'anglais. Déjà là, c'est intéressant, c'est qu'on ne se limite pas seulement. Mais pas pour excuser la génération, par exemple, les boomers, mais l'après-guerre,
c'est pas facile. L'après-guerre, on parle, mettons, après 1945, par exemple, où ici au Québec, tu sais, un contexte de la religion catholique qui domine l'après-guerre, l'insécurité, ça meurt quasiment de faim. Il n'y avait pas nécessairement de sécurité. Et les boomers sont nés là-dedans. Et pour eux, ce qu'ils cherchaient, c'était, la première affaire, c'est la sécurité. Puis d'aimer son travail ou pas, c'est bien des boomers, ils ne se sont jamais posé de questions, là. Tu sais, il faut travailler. C'est quoi aimer son travail? Puis ils regardent les jeunes aujourd'hui, puis ils disent, moi, il faut que j'aime ce que je fais. Il faut que je n'aie pas l'impression que je travaille, puis que ça devienne un mode de vie. Mon travail, c'est mon style de vie. Puis je veux être sur YouTube, puis je veux faire mes trucs, je veux faire. Les boomers, ils ne comprennent pas ça. Les autres, c'est comme, non, tu vas au travail, métro, boulot, dodo, puis tu travailles. Mais on a vu ce que ça a donné, l'espèce d'insécurité totale au sortir de la religion catholique, dans l'entrée du syndicalisme, puis de l'augmentation des conditions de travail, puis des régimes de retraite, etc. On a vu ce que ça a donné. Ça a créé des gens qui ont resté à la même place longtemps, qui avaient des montres en or parce qu'ils ont fait 25 ou 30 ou 35 ans, mais qui, je ne suis pas certain qu'ils sont nécessairement, je ne veux pas être insultant, mais je ne suis pas certain qu'ils sont nécessairement pour la plupart fiers parce qu'ils auraient peut-être voulu essayer plein d'affaires, mais c'était comme ça à l'époque. Et c'est ce qui était bien vu. On ne dit pas que c'est bon, mais c'était bien vu. Puis en même temps, ben, il y avait des parents qui avaient vécu la Deuxième Guerre mondiale. Puis la Deuxième Guerre mondiale, ben, forcément, le Canada et le Québec, il y a eu de l'implication avec les industries qui ont fabriqué des trucs, tout ça. Les femmes qui se sont mises à travailler, il y a tout ça. L'histoire nous explique quand même beaucoup de choses. Puis la religion catholique, le judéo-chrétien, cette religion-là qui nous a appris que les biens de la terre, l'argent, c'est mauvais. Puis ceux qui avaient de l'argent, c'était des profiteurs, c'était des gens qui exploitaient. Puis en plus, on voyait les Anglais, juste à parler à des gens qui sont de Shawinigan, qui ont connu Shawinigan Falls, qui avaient connu les dirigeants de ces papeteries-là, qui étaient tous des anglophones, qui avaient toutes des grosses maisons, qui arrivaient de New York, qui arrivaient de partout. Et le Québécois français avait presque rien, avait presque pas de droit. Puis là, à un moment donné, il y a eu l'émancipation des Québécois qui ont atteint des postes de direction, qui sont devenus des patrons, tout ça. Mais aujourd'hui, ça, c'est des années 70, 80, tranquillement pas vite. Mais aujourd'hui, on a des CEO, on a des PDG, on a des. Tu sais, nos Québécois, il y a des histoires à succès incroyables de commerce. Les nouvelles générations, je pense, qui sont beaucoup axées sur partir en affaires, le travail autonome. Ils ne veulent surtout pas faire comme leurs parents. Fait que des fois, ils ont peut-être vu leurs parents qui étaient en affaires, qui a tout perdu, qui a fait faillite, qui a recommencé. Eux autres, ils vont peut-être aller vers un emploi plus sécur. Mais ceux qui ont vu leurs parents dans un emploi sécur, qui a pris sa retraite, puis qui sont morts du cancer 2 ans après, ils vont se dire, ben non, moi, je veux profiter de la vie, puis je veux vraiment pouvoir m'épanouir, puis tout ça. Fait que moi, je pense que la nouvelle génération, oui, ils veulent profiter de la vie. Ils font des voyages, ils ont 20 ans. Pour certains, ils ne veulent pas de matériel. Ils sont minimalistes, puis ils veulent avoir une belle liberté. Par contre, il y a un autre groupe de jeunes que j'observe qui sont un peu rapides. Là. Ils veulent absolument leur maison tout de suite, ils veulent des enfants tout de suite, ils veulent peut-être, toi, dans ta génération, tu en vois peut-être autour de toi que vitement, là, ils veulent être propriétaires, ils veulent s'établir, ils veulent que ce soit le petit setup parfait, peut-être pour montrer à leurs parents comment ils ont atteint un succès quelconque, qui est bien, c'est bien vu. C'est bien vu, alors qu'on sait qu'ils vont probablement se séparer en cours de route. Malheureusement, les statistiques le démontrent, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais on a encore deux clans. On a une gang qui va probablement se partir en affaires ou qui veulent complètement être libres, namasté, voyager avec des sacs à dos, puis tout ça. Puis on a encore une gang qui, eux autres, veulent avoir un job, un bon salaire parce qu'ils ont hâte d'acheter leur maison, puis ils veulent avoir leurs enfants, puis être enceintes, puis on veut ci, puis on veut ça, puis la société, puis bon, mais tout ça fait que le dénominateur commun, c'est qu'ils ont un désir, ils ont un désir d'être bien. Ils ont un désir d'atteindre quelque chose. Peut-être que les autres générations n'avaient pas. Moi, dans ma gang, on arrivait de parents boomers
et nos parents boomers qui avaient été élevés dans l'insécurité puis qui nous disaient, trouve-toi donc une bonne job sûre, trouve-toi une bonne job avec un fonds de pension. Pourquoi tu penses que je suis entré dans l'armée? Parce que j'aimais les armes, parce que je vais aller à la guerre, j'avais la baïonnette d'un dent. Pas du tout. C'était pour avoir une job sûre, une bonne job sûre avec un fonds de pension. C'est pour ça que je suis entré dans l'armée, pas plus que ça. Aucune fierté, aucune. En cours de route, ça s'est développé un peu. Même pour faire chier mes amis, parce que j'avais quand même des bons salaires à comparer d'eux, parce que j'étais tout de suite comme à temps plein, comme soldat. Puis les conditions de l'armée canadienne sont bon, très bonnes, là. Il n'y avait pas de souci. C'était encore meilleur que c'était à l'époque. Mais c'est ça, c'est l'influence, tu sais, c'est souvent l'influence de nos parents, soit qu'on veut qu'ils soient fiers de nous, ou carrément on veut faire ce qu'eux autres n'ont pas fait pour ne pas tomber dans le même piège. Puis on veut s'affranchir, puis on veut être épanoui, puis tout ça. Mais tu sais, le bonheur, là, en terminant, là, le bonheur, il est dans l'accomplissement, puis dans la liberté de choix. Tu sais, le bonheur, là, à partir du moment qu'il y a une certaine sécurité, puis un confort, puis c'est correct, là, puis on est habillé, puis on boit de l'eau, puis on mange 3 fois par jour, là, la pyramide de Maslow, elle est comblée. Là, le bonheur, c'est l'accomplissement. Qu'est-ce qu'on fait pour se réaliser? On peut se réaliser à tout égard, là, il n'y a pas de souci, on ne juge pas sur quoi on va choisir. Toi, tu as choisi ton domaine de professionnel et tu t'épanouis. Puis à travers ton domaine professionnel, tu es allé, tu as, comme sorti un petit peu des branches, un petit peu en dehors. Tu as dit, ben, je pourrais faire conférence, développement, puis d'aller vers de la croissance personnelle aussi. Tu sais, probablement que tu y touches dans tes conférences. Je n'ai pas vu la conférence, mais je suis convaincu que tu touches à ça, le mindset, parce que tes conférenciers qui viennent parler sur la scène, évidemment qu'ils ont l'état d'esprit, un état d'esprit de gagnant, un état d'esprit de. Mais quand tu dis ça à des gens qui ne comprennent pas c'est quoi là, la croissance, ça peut être même les froisser les esprits. Mais l'argent, si tu n'as pas l'état d'esprit, l'argent, quand même qu'on donne 40 millions à quelqu'un demain matin, s'il n'y a pas l'état d'esprit, il peut être en déchéance totale dans 5 ans. On peut le trouver à terre à quelque part sur la rue Sainte-Catherine. Il s'est fait voler, il s'est fait profiter, il a tout perdu, il a tombé dans la drogue. Peu importe, il y a de la rapace autour. Puis ça vient qu'une responsabilité. Tu sais, on parle d'argent ici aussi, là. Faire de l'argent, ça vient qu'une responsabilité. Si quelqu'un n'est pas capable d'avoir une carte de crédit de 10 000 puis de la garder à 2 000, 2 000, 3 000, pas plus, pour une bonne cote de crédit, là, 2 3 000 maximum, tu as une carte de 10 000, 2 3 000, 2 3 000, carte de 10 000. Si tu n'es pas capable de contrôler ça, tu ne seras pas capable de devenir millionnaire parce que tu vas peut-être le faire avec beaucoup d'énergie, mais tu vas le perdre parce que ta motivation intérieure ne sera pas bonne. Ça va être toxique. Fait qu'il y a bien des gens qui ont fait beaucoup d'argent, puis aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Puis on l'a vu dans le sport professionnel, on l'a vu dans le acting Hollywood, ou peu importe, ou toutes sortes de gens qui ont atteint des niveaux incroyables de revenus. Puis ils ont fait faillite, puis ils ont perdu, puis il manquait, il manquait le mindset pour gérer le succès. Et c'est pour ça que le succès ne doit pas arriver vite. C'est plate à dire, hein? Mais s'il arrive trop vite, tu ne seras pas capable de le gérer. Il faut devenir avant d'avoir. Toujours devenir avant d'avoir. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. C'est vrai, ça. J'en connais certaines personnes qui ont la tête enflée parce qu'ils ont eu le succès tellement rapidement. Ils sont rendus de 0 à 1% des courtiers que des fois, quand tu les parles, comme ils n'ont pas la fondation de c'est quoi avoir des bonnes relations autour de toi, d'apprécier les opportunités qui viennent. Tu sais, quand tu as la tête enflée, tu penses que les gens profitent de toi, mais c'est des opportunités qui viennent à toi, puis tu dois soit dire non ou oui, mais tu te prends pour une autre parce que tu as comme taillé trop facilement. Et là, aujourd'hui, ben, tu regardes les gens de haut. Donc ça, c'est quand tu bâtis cette réputation, tu bâtis le succès dans un parcours de temps. Là, tu dis, man, je suis tellement chanceux d'être où ce que je suis. J'apprécie les opportunités qui viennent autour de moi. Je vais peut-être pas dire oui à tout le monde, mais au moins, je vais leur remercier de m'avoir approché pour en parler. Right? Tandis que l'autre qui vient d'avoir du succès rapidement, que tout le monde est à ses genoux, et lui, il est comme, man, tout le monde profite de moi, je vais agir comme un trou de cul parce que, tu sais, je ne veux pas que les gens profitent de moi parce qu'il n'a pas la fondation.
Ça prend un caractère, une personnalité, des valeurs, des principes pour devenir un homme d'affaires à succès qui comprend que tout ça a été amené euh, parce que les gens l'ont permis d'être là. Right? Si du moment que les gens te font plus confiance, tu tombes. Right? C'est les gens qui vont t'aider à atteindre le succès et c'est les gens, c'est excellent ce que tu dis en terminant, là, je sais que tu vas être, mais ce sont les gens qui vont te soutenir puis qui vont te garder, ils vont te respecter. D'abord, il faut respecter l'argent, mais il faut surtout respecter les gens et tout homme ou femme d'affaires qui développe une idée, le but, c'est de servir des gens. Cette idée-là, c'est de servir des gens. Tu dis, cette idée-là me donne 1 dollar de profit. Est-ce que je peux vendre à 1 million de personnes? Est-ce que je peux vendre à 2 millions de personnes? C'est le principe de base du commerce. Et tu as besoin des clients, tu as besoin des associés, tu as besoin d'employés. Sans les gens, on n'est rien. Donc, souvent, les gens, c'est excellent ce que tu as dit, sérieusement. Les gens qui deviennent riches trop rapidement, ils ont des fois souvent écrasé beaucoup de personnes. Ils vont pas demeurer riches, ou vont devoir quitter, ou vont devoir sauver un peu de la situation parce qu'ils ne seront pas appréciés. Est-ce qu'ils vont être heureux? Si tu n'es pas apprécié des gens qui t'entourent, si tu n'as pas de respect des gens qui t'entourent, quand même que tu es milliardaire et qu'il n'y a personne qui te respecte, tôt ou tard, ça va mal finir. Ça ne fonctionne pas. Le bonheur est dans les relations, au-delà de l'accomplissement global, c'est les relations entre les gens qui valident qui on est à chaque jour. Puis comment on peut s'améliorer, c'est avec les relations autour de nous. C'est eux qui nous remettent des fois le miroir en pleine face ou une personne qui nous fait réagir. On n'est pas capable avec cette personne-là. Pourquoi on n'est pas capable avec cette personne-là? Soit qu'elle nous fait penser à quelqu'un qu'on aimait beaucoup, ou soit elle nous fait penser à notre partie de nous qui est comme ça aussi, qui est sombre, qui nous met en évidence exactement comme nous on est, puis qu'on fait semblant qu'on ne l'est pas. Puis cette personne-là le montre, puis on dit, ben, dans le fond, pourquoi que cette personne-là me fâche, puis qui ne m'a rien dit de spécial, mais ça me fâche et je n'aime pas cette personne-là. Ah, ben, il faut se poser des questions. C'est peut-être par rapport à nous. Il y a peut-être quelque chose en dedans qu'on n'a pas réglé. Cette personne-là vient de déclencher et c'est les gens autour de nous qui nous permettent de se développer à chaque jour, l'effet cumulé à chaque jour, à chaque jour. Quand ça fait 1 an, bien, ça fait 365 fois que tu t'améliores. Ben, 3650 fois au bout de 10 ans que tu t'améliores. Et c'est sûr qu'il y a un succès qui arrive tôt ou tard, c'est à chaque jour on s'améliore. Ça marche comme ça, à chaque jour. Quelle belle conclusion, Pat. Ça a été un excellent podcast. J'ai beaucoup appris. C'était très inspirant. Beaucoup de choses que que je discute rarement. Je vois que tu es un homme de beaucoup de savoir, beaucoup de sagesse, beaucoup de wisdom, comme on dit en anglais. Merci beaucoup pour le podcast. Puis je suis bien content qu'il y a certains volets que tu n'as pas touchés autrefois avec d'autres épisodes, d'autres invités. Alors, j'aime ça content. Je suis content d'avoir fait ce podcast avec toi. Merci, Sergent. Merci beaucoup de ta confiance. Puis c'est un privilège pour moi d'être venu sur ton podcast. Salut tout le monde. Merci tout le monde.